Anthologie des vampires. Première nouvelle, Elle mourra dans mes bras, écrite par Sam Guncrief. Moi, je veux régner par l'effroi. Charles Baudelaire, Les Revenants. Entre les cuisses de cette femme, j'ai rencontré la mort. À cette pensée morbide, Arthur se figea, surpris par ce qui venait de remuer dans son esprit. Qu'est-ce qui lui inspirait cette poésie macabre, lui pourtant si rationnelle ? Le retour de l'automne et les jardins qui deviennent gris ? La fatigue des derniers mois ? Sortie de nulle part, l'idée s'était arc-boutée entre les neurones qui se frictionnaient, réduisant à néant cette fièvre provoquée par leur moment d'intimité. Les mouvements du bassin se mirent à ralentir, devenant paresseux, presque distants. Emmêlé dans les draps, le flanc gauche enfoncé dans le matelas et le ventre collé contre le dos de sa femme, Arthur lutta contre l'envie de s'écarter. Il n'avait encore jamais ressenti cette étrange révulsion qui semblait dictée par ses entrailles. Pire, Sarah n'avait jamais rien fait qui aurait justifié cette méfiance soudaine. Bien au contraire. Pourquoi ne pouvait-il pas juste oublier cette pensée morbide et faire comme si de rien n'était ? Mais c'était plus fort que lui. Il se sentait coincé entre la honte et... Et quoi exactement ? De la peur ? À l'égard de Sarah ? Ridicule. Vraiment. Alors pourquoi la sueur sur son dos se glaçait ? Arthur ? Le dos encore humide, Sarah commença à se retourner pour lui faire face. Même dans le noir, il devinait sa beauté. Une beauté si captivante qu'elle pouvait effacer tout ce qui se trouvait autour d'elle. Oh, elle était si belle, et lui si grotesque avec son nez rond et son front bombé, trop gros pour sa silhouette si maigre. Mariés depuis 4 mois seulement, les jeunes amoureux n'avaient connu que la tendresse et la complicité, des joies qui leur avaient fait oublier leur famille, leurs amis, jusqu'au temps qu'ils n'avaient plus d'emprise. Ce bonheur marital, Arthur le devait à sa tante Mabel, qui avait invité Sarah Simon, une riche héritière d'une famille d'Europe de l'Est, à prendre le thé un après-midi de novembre. Les attentions de la tante en organisant cette rencontre avaient été claires. Mais Arthur avait perdu confiance quand les portes du salon avaient dévoilé celle qui occuperait ensuite toutes ses pensées. La chevelure noire à peine dérangée par la brise humide, la peau blanche insensible aux morsures du froid, Sarah Simon l'avait impressionné avec la spontanéité de ses gestes, les mouvements fluides de sa robe vert forêt. Mais le plus splendide avait été ce silence juste avant leur salutation, un silence qui avait scellé leur attirance mutuelle. Ce bref moment avait fait comprendre à Arthur qu'il pouvait espérer. Ses connaissances en botanique lui avaient permis de composer des déclarations d'amour sous forme de bouquets. Pourtant, face aux capucines, aux roses et aux myosotis, Sarah l'avait mis en garde, lui avouant avec tristesse qu'elle ne pourrait jamais enfanter. À l'âge de 10 ans, une maladie gynécologique avait atrophié ses organes, et aucun traitement, aucune opération ne pourrait lui rendre ce qui avait tant de valeur pour les familles. Avec cette confession, Sarah lui avait laissé une chance de renoncer à elle et de choisir une épouse capable de lui offrir des héritiers. Touché, Arthur avait alors ressenti un nouvel élan de tendresse pour sa future femme, ému par son honnêteté. Il lui avait pris les mains et les avait embrassées, lui promettant que s'il n'aurait pas d'enfant, il ne vivrait pas pour autant sans amour. Pour elle, pour l'irrésistible Sarah, Arthur renonçait à sa lignée. Et nul doute que des centaines d'hommes auraient été jusqu'à renoncer à leur âme pour elle. Leur fiançailles avait alors été prononcée, les liens sacrés du mariage les avaient réunis, et ils avaient commencé à s'aimer comme des immortels, maîtres du monde, maîtres de tout. Jusqu'à ce matin de septembre où cette harmonie se brisait, à moins qu'elle ne soit truquée depuis le début. Le corps encore brûlant, Sarah essaya de l'embrasser, mais il garda une distance entre eux et nota, surpris, que de cette bouche se dégageait un parfum de fleurs fanées. L'odeur ne l'avait jamais frappé auparavant, mais maintenant elle l'étouffait à chaque soupir. Depuis leur mariage, Arthur s'était senti de plus en plus fatigué, écrasé par une langueur progressive. Il s'était demandé l'origine d'un tel épuisement, craignant d'être malade. Pas une seule fois il ne s'était douté que la réponse se trouvait derrière ses lèvres qu'il embrassait chaque matin et chaque soir. « Arthur ?» répéta Sarah en allumant une chandelle sur la table de chevet. « Que vous arrive-t-il » La lumière s'accrocha aux boiseries du lit et aux motifs du papier peint, apportant plus de clarté que l'aube qui peinait à s'infiltrer entre les rideaux. Pourtant cette petite flamme formait une bulle, délimitant un espace vers ce lit où Arthur se sentait prisonnier. N'y tenant plus, il s'écarta dans un mouvement brusque, comme piqué. Sarah se redressa alors pour l'observer avec de grands yeux. Les lueurs de la bougie serpentaient sur ses cheveux et accentuaient les courbes de son corps. Sculptée dans cette chaleur, elle offrait un tableau fascinant et sensuel. Mais pour la première fois, Arthur comprit que ce magnétisme qui l'avait bercé depuis des mois le mettait en fait en danger. « Arthur ?» Son cœur se mit à battre avec une force folle, comme si chaque coup promettait d'être le dernier. Sarah ne montrait aucun signe d'inquiétude, et à mesure que son mari reculait, son visage se détendait, comme soulagé. « Arthur, quelle lubie vous traverse encore l'esprit ?» Un éclat vicieux s'alluma dans les yeux de sa femme. À leur première rencontre, Arthur les avait décrits comme 2 fenêtres s'ouvrant sur un ciel d'été.
À présent, il leur trouvait une apparence reptilienne. « Qui êtes-vous ? Je suis votre femme, Arthur, bien évidemment. » Sur cette réponse, Sarah s'assit au milieu du matelas, adoptant une posture digne et puissante. Mise en valeur sur son séant, le buste nu et le visage dissimulé par ses cheveux emmêlés, elle ressemblait à une gorgone empêtrée dans un trône de coton et de soie. La lueur de la bougie ne creusait pas seulement dans les ombres, elle les faisait danser, les transformant en longues méduses noires aux gestes convulsés. À chaque fois que la flamme vacillait, elles semblaient s'électrocuter les unes les autres. Cette chambre n'était plus une chambre, c'était un sanctuaire dédié à l'effroi. Paniqué, Arthur regarda autour de lui. Les portraits ovales qui s'amassaient sur le mur en face de la fenêtre avaient changé. Tous les visages peints gardaient les yeux clos, comme s'ils refusaient d'assister à la scène qui se déroulait devant eux. Ou alors ses ancêtres imitaient enfin l'expression qu'ils avaient dans leur tombe. Les fleurs sur la coiffeuse étouffaient dans cette pénombre, flétrissant dans les restes de nuit. Et dans leur vieillesse prématurée, cette odeur de décomposition gagnait en intensité, se glissant dans les narines et la gorge, aussi palpable qu'un sirop. Ceux qui gisaient s'animaient, ceux qui vivaient mouraient. Et Sarah riait toujours, dévoilant des dents de fauve. Ne supportant plus cette pénombre, Arthur se jeta sur la fenêtre et écarta les lourds rideaux. Si l'aube encore trop timide n'apporta pas assez de lumière, cette pointe de jour parvint à rétablir l'ordre dans la pièce. Portraits et fleurs retrouvèrent leur normalité rassurante. La bougie se stabilisa en une petite lueur dorée, tandis que la puanteur s'estompait comme un mauvais souvenir. Mais la créature au centre du lit, elle, souriait toujours sa menace. « Vous n'êtes pas ma femme ? Vous êtes un... » Arthur n'arriva même pas à articuler le nom de cette infamie. Ce mot était trop horrible quand il se trouvait hors d'un roman d'épouvante. Il s'appuya sur le rebord de la fenêtre et, après avoir dégluti, parvint à articuler « Vampire, vous êtes un vampire !» Chaque détail prit soudain un nouveau sens. Comment Sarah fuyait les contacts directs et prolongés avec le soleil, prétextant une maladie de peau. Ses liens de parenté soit morts, soit disparus, soit trop vieux pour voyager. Sans oublier cette habitude de ne toucher l'argent, le noyer et l'if qu'en ne portant des gants. Et Arthur avait écouté toutes les explications et excuses avec naïveté. À présent, tout devenait évident. « Je n'en suis pas moi, votre femme ?» Arthur secoua la tête et resserra sa prise sur le rebord de la fenêtre. Autrement, il se serait écroulé. « Qu'allez-vous faire de moi ?»« Eh bien, nous sommes jeudi, j'allais vous proposer de nous rendre à cette exposition sur la botanique au Science Museum, mais je suppose que nous devons changer nos plans pour aujourd'hui. » Elle caressa son menton du bout de l'index, adoptant une moue songeuse. « Que souhaitez-vous faire ? Épargnez-moi vos tentatives d'humour au moins. Encore hier, elle vous faisait rire, mais puisque vous êtes d'humeur pour une conversation plus solennelle, très bien. Je l'avoue, je vous ai caché ma nature depuis notre première rencontre, et j'aurais aimé vivre encore plusieurs mois avant de devoir vous en parler. M'avez-vous choisi pour me tourmenter ? » La vampire se mit à rire avec la même férocité, mais plus que de l'amusement, Arthur entendait de l'agacement. « Oh Arthur, devez-vous vraiment donner dans le mélodrame ? Si je ne connaissais pas votre aversion pour les récits de Poe, je pourrais croire que vous essayez de devenir le héros d'une de ces nouvelles. Non, je ne suis pas un démon sorti des enfers et envoyé à vos trousses. J'ai été humaine autrefois, et j'ai mené une longue existence où j'ai fini par vous croiser. » « Croiser ? Nous nous sommes mariés ? » Une opportunité avantageuse que je ne voulais pas manquer. Elle se pencha et tapota le rebord du lit. « Revenez vous coucher, Arthur. Nous pourrons discuter. J'accepte de répondre à toutes vos questions. » Oh non, il n'avait pas l'intention de la rejoindre. À vrai dire, l'idée de se coucher à nouveau dans ce lit relevait désormais de l'absurdité. Elle avait pris un peu de sang chaque jour, mais maintenant qu'il avait découvert la vérité, Dieu sait ce qu'elle ferait. Tout en s'aidant du mur, Arthur recula vers le fond de la chambre, vers l'armoire. « Non, il faut que je parte d'ici. »« Où comptez-vous aller, mon cher époux ?» Il n'en avait pas la moindre idée, mais il devait fuir d'ici. « Vous allez auprès de votre famille ? » ?»« Notre famille, Arthur ?» Cette idée aurait pu être envisageable, oui, à condition d'avoir une épouse détestée par sa belle famille. Malheureusement pour Arthur, ses parents et ses sœurs adoraient Sarah depuis qu'ils avaient été présentés. Pour pouvoir éloigner son épouse, il devrait inventer des excuses convaincantes, et la révélation de sa nature monstrueuse n'en faisait certainement pas partie. « Peut-être, » prétendait Arthur en commençant à boutonner sa chemise. Les doigts tremblants, il réfléchissait auprès de qui il pourrait demander de l'aide. « Vous les avez dupés comme vous l'avez fait avec moi, mais ils finiront par comprendre qui vous êtes réellement si je leur explique. » « Vous n'y pensez pas sérieusement ? Ils vous enfermeront dans un institut, Arthur. Votre victime favorite serait alors bien loin de vous, n'est-ce pas ? Mais peut-être que vous pouvez traverser les murs. Vous n'abandonnerez pas votre opportunité avantageuse si facilement, je me trompe. » Il n'apercevait plus aucune envie de rire sur le visage de la vampire. « Arthur, j'insiste. Revenez auprès de moi et laissez-moi vous expliquer. » Mais il ne bougea pas. Malgré leur mariage heureux, ils étaient à présent deux étrangers qui ne savaient plus comment réagir en présence de l'autre. Dans ce silence soudain,
L'écho de cloche au son l'aiguilla enfin. L'église. Inutile de se mettre à prier avec une ferveur nouvelle devant le monstre. Lors de leur mariage, Sarah n'avait pas été incommodée par les signes religieux. Mais peut-être qu'il pourrait s'entretenir avec un prêtre, un pasteur, n'importe quel membre du clergé pour connaître les points faibles de ce mal auquel il s'était lié malgré lui. En passant sa veste, Arthur recula jusqu'à la porte. Il soutenait le regard de la bête pour surveiller ses mouvements. Allait-elle bondir comme un tigre ? Allait-elle se jeter à sa poursuite ? Oserait-elle le tuer dans le couloir, prenant le risque d'être surprise par David, l'homme à tout faire ? Non, à en juger par son expression terrifiée, son secret avait trop d'importance. Elle le supplia de revenir à nouveau, mais Arthur l'ignora. Le couloir mal éclairé prolongeait le cauchemar. Meubles et obscurité constituaient autant d'obstacles vers l'entrée, prêts à ralentir sa fuite. Une lueur pourtant se mit à fleurir au bout, portée par David qui amenait le journal. Le vieux domestique fut étonné de voir son maître déjà habillé en train de tâtonner dans le noir. « Monsieur ?» Cet élément de routine, dernière particule de normalité, aurait dû rassurer Arthur. Mais la vérité qu'il avait découverte l'avait fait basculer dans un nouveau monde encore inexploré, effaçant tout ce qui le préoccupait encore hier, les affaires de la banque dont il hériterait, les connaissances sur les plantes qu'il avait collectées, les prochaines réunions du club. Tout ce qui comptait, c'était de rencontrer quelqu'un qui pourrait le croire et lui en apprendre davantage sur les vampires, sur leurs points faibles, en espérant qu'ils en aient. Doté d'un esprit scientifique, Arthur n'avait jamais cru aux revenants et aux spectres, voyant d'un mauvais œil les dernières modes occultes qui avaient recours aux tables tournantes et à la photographie. L'existence des vampires ne pouvait pas se résumer à une simple apparition. D'autres personnes connaissaient forcément leur existence. « Monsieur ?» répéta David avec inquiétude, redoutant un oubli. « Avez-vous prévu de sortir, monsieur ?» Ne prenant pas la peine de lui répondre, Arthur dévala les escaliers et frôla les murs avec une telle violence qu'il se rapa légèrement les paumes sur le papier peint fleuri. Les autres domestiques, au nombre de 3, étaient également réveillés, vaquant à leurs occupations. Le patchouli embaumait les pièces, s'accouplant aux fragrances de bois pour engendrer un parfum capiteux et séduisant. À l'image de Sarah. Seigneur, elle parvenait à lui hanter même à travers cette odeur. Dans le vestibule, une jeune adolescente sursauta, lâchant presque son balai en voyant le maître de maison surgir, livide comme un mort. « Ouvrez tous les rideaux !» lança-t-il. « Ouvrez-les et laissez le soleil entrer même si madame vous supplie l'inverse. Non, surtout si madame vous supplie l'inverse. Faites-le !» La jeune fille n'eut pas le temps d'acquiescer et elle n'avait pas besoin de le faire. Arthur savait que l'ordre serait suivi. Après un regard par-dessus son épaule qui lui assura que la vampire n'était pas sur ses talons, il saisit son chapeau et son manteau sans attendre David, ni même expliquer les raisons d'une sortie aussi matinale. Dans cette confusion totale, la porte claqua et Arthur disparut. Les rires de Sarah continuaient de résonner comme si elle était juste derrière lui. Les grandes enjambées ne l'éloignaient pas assez, car les paroles semblaient lui coller à la peau, aux oreilles, à la voûte du crâne, gravées de la même façon qu'une malédiction. Avec pour unique souhait de fuir le plus loin possible, ses jambes l'avaient porté pendant près d'1 heure, le conduisant dans un quartier qu'il ne connaissait pas et qu'il n'aurait pas aimé connaître. À peine dégrisé, des cortèges d'ivrognes au teint écarlate erraient d'un banc à un autre, cherchant un confort illusoire. Les belles de nuit, si on pouvait dire qu'elles étaient belles, fermaient leurs pétales aux premières lueurs et se terraient dans des hospices à défaut de chambres, gagnant leur place à grand renfort de tout, tandis que la rosée urbaine, un mélange de bière et d'urine, brillait sur les trottoirs avant de sécher. Ici, il était mauvais de sortir trop tard comme il était mauvais de sortir trop tôt. Quelle bêtise. En voulant mettre de la distance entre Sarah et lui, Arthur n'atteignait pas un lieu sûr. Il pénétrait dans un autre monde où il n'était pas le bienvenu à en juger par les regards soupçonneux ou avides autour de lui. « Vous êtes perdu, monsieur ?» Un officier de police mal rasé venait de l'aborder avec le ton qu'il aurait utilisé pour n'importe quel pochard en fin de soirée. Était-ce le teint livide qui rappelait celui de la gueule de bois, les vêtements froissés qui faisaient perdre du prestige à cet homme pourtant bien né, ou bien le mépris du policier habitué à ce quartier pauvre qui condamnait la curiosité morbide de cet intrus. Je cherche l'église. 3 rues plus loin, répondit le policier en pointant du doigt le clocher pourtant visible de là où ils étaient. Mais le père Frédéric s'est absenté pour visiter les dispensaires. Trop tard. L'homme étrange venait de partir en direction de l'église, attiré comme l'aurait été un aimant. La tour malingre qui perçait le ciel voilé appartenait à une vieille chapelle qui ornait le bout de Pitfield Street. Les papiers et déchets qui jonchaient le pavé s'étendaient jusqu'aux marches irrégulières, souillant le lieu sacré. Arthur ne croisa aucun fidèle, et en arrivant devant la porte, son sentiment de solitude s'accentua. Il pouvait manipuler la poignée autant qu'il le voulait, les portes restaient immobiles. Même en tambourinant dessus, personne ne vint les déverrouiller.
Est-ce que même les anges, révulsés par le coupable qui avait introduit une créature démoniaque dans un lieu saint, l'avaient délaissé? Arthur dut se ressaisir. Quelqu'un finirait bien par arriver, mais il pouvait commencer à chercher par lui-même. Il contourna la bâtisse, guettant une seconde entrée, mais il ne trouva qu'un portail donnant sur un misérable cimetière. Misérable? Pas du tout. Le quartier n'était pas assez riche pour engager un jardinier, encore moins pour installer des sépultures en forme d'ange ou de madone. Arthur s'attendait donc à ce que la saleté à l'extérieur ait envahi le cimetière également, mais il dut admettre qu'il s'était trompé. Par-dessus la grille en métal noirci, des tombes propres et des croix droites s'alignaient dans une harmonie soignée. En conjuguant beauté et tristesse, la modestie du lieu invitait à se recueillir dans la simplicité, à se concentrer sur le deuil et non sur les fioritures qui pouvaient l'illustrer. Le prêtre devait être très apprécié pour avoir réussi à réunir des bénévoles pour jardiner et entretenir cet appendice. Peut-être que quelqu'un serait là. Arthur poussa le portail et pénétra dans ce jardin mortuaire. C'est incroyable. Sur les tombes, il n'y avait pas l'ombre d'une fleur flétrie. Seules les plus fraîches venaient encore rendre hommage. Quant aux vases et aux récipients, ils affichaient la même propreté en n'ayant ni brèche ni fissure. Au détour d'une allée, Arthur aperçut même le luxe d'un banc dissimulé par quelques tilleuls. Il n'était pas haut, mais assez touffu pour apporter un peu de pudeur aux familles qui souhaitaient pleurer. Alors, avec un étrange sentiment de paix, Arthur prit place sur ce coin destiné aux endeuillés. Mais après tout, il était lui aussi accablé par un cadavre. Une fois assis, il prit conscience de sa mise pathétique. Les boutons de sa chemise étaient mal mis, une des jambes de son pantalon était coincée dans sa bottine, sa veste était de travers. Au moins, avec l'aide des arbustes, il ne craignait pas d'être aperçu. De toute façon, il était peu probable qu'un membre de sa famille ou qu'une de ses connaissances s'aventure dans ce quartier aussi démuni. Qui, ici, savait qu'il était le fils du respecté banquier Harry Jenkins? Responsabilité, identité, valeur, tout avait été laissé à la frontière délimitée par les bâtiments miteux. Une liberté qui lui permettait de se concentrer sur la chaîne incroyable qu'il avait découverte à son annulaire ce matin, son mariage avec une vampire. Au-delà de la peur que lui inspirait désormais Sarah, le regret commençait à poindre. Avec une silhouette trop fine pour un crâne trop bombé, Arthur n'avait jamais été qualifié de beau ou de séduisant. Ses cheveux noirs qu'il peinait à discipliner et la fine moustache qu'il tentait d'étouffer faisaient transparaître tous les efforts qu'il investissait pour se rendre présentable, ce qui lui donnait plus souvent un aspect grotesque, un comble qui l'avait découragé à persévérer. Qu'une femme aussi belle que Sarah ait pu lui prêter attention l'avait étonné, mais elle n'était pas seulement séduisante. Elle possédait un esprit vif et faisait preuve d'une maturité qui imposait le respect. En plus des nombreuses langues qu'elle parlait, elle semblait toujours avoir des anecdotes à partager sur des sujets variés, avec une affinité particulière pour l'histoire. Arthur comprenait mieux maintenant le talent qu'elle avait pour faire voyager son interlocuteur dans le passé, racontant ce qu'avaient vécu les générations précédentes comme si elle l'avait vécu elle-même. Et bien sûr, il y avait leur affinité charnelle. Faire l'amour était devenu un langage qui leur permettait de se confier, de se comprendre, de s'adorer. Ils avaient d'ailleurs discuté à 2 reprises dans les buis de Regent's Park et une fois derrière l'hortensia de Tante Mabel. Une inconvenance qui les avait fait rire et qui avait renforcé leur complicité. Maintenant, Arthur savait que ses bonheurs avaient composé ses œillères, lui cachant le chemin vers l'abattoir où le monstre le traînait depuis le début. Avait-elle prévu de le tuer au moment où il découvrirait la vérité? Attendait-elle après sa fortune? Non, avec ses atouts, Sarah aurait pu viser un homme d'une plus haute naissance, à moins que la célébrité de sa potentielle victime ne soit un frein. Comment se débarrasser d'elle avant qu'elle ne le vide de son sang? S'il devait inventer un scandale, il devait créer des preuves le plus vite possible, à moins qu'il ne trouve son point faible, là encore le temps jouait contre lui. S'il s'éloignait, alors il pourrait... Arthur pensait pouvoir profiter du silence du lieu pour réfléchir, mais il se rendit compte que le cimetière n'était pas aussi tranquille qu'il l'avait cru. Un bruit étrange venait de le tirer de ses réflexions. Ce n'était ni le pas claquant de chaussures féminines, ni les roues lourdes d'un fiacre, c'était plutôt comme un frottement inlassable, un bruit qui lui rappelait le son du balai trempé quand Martine nettoyait la cuisine en fin de journée. Un des bénévoles? Ou alors quelqu'un d'autre? Après avoir lissé sa chemise et ses cheveux, sans grand résultat bien sûr, Arthur se leva et tenta de trouver la source de ce son monotone. À part les tombes, personne ne se trouvait aux alentours, mais en se repérant au bruit, Arthur se trouva rapidement face à un caveau qui reposait contre le flanc de l'église. Modestement décoré, le nom de Whitewood était gravé au-dessus d'une porte en fer qui était munie d'un étrange anneau au centre, ressemblant presque à un heurtoir. Mais à quoi bon frapper à la porte d'un caveau? Sauf si... Arthur colla presque son oreille à la porte.
le bruit provenait bien de l'intérieur. Était-ce le fossoyeur? Ou alors était-ce un pilleur de tombes qui se servait dans la seule sépulture riche du cimetière? Arthur avait d'autres projets que de traîner un voleur au commissariat le plus proche. Mais d'un autre côté, si c'était le fossoyeur, il pourrait l'interroger sur le retour du père Frédéric. Retenant son souffle, il poussa la porte qui, par miracle, ne grinça pas. Derrière, un escalier l'invita à explorer plus profondément dans la terre. Alors, comme un cadavre ambulant, Arthur s'enfonça dans la demeure mortuaire. Sa main frôlait la pierre agréablement lisse. Pas le moindre grain de poussière ne se nichait dans son relief. En bas des marches, dans une salle éclairée par une multitude de chandelles, la scène qu'Arthur interrompit manqua de lui retourner l'estomac. Il ne savait pas ce qui était le plus écœurant. Le cadavre allongé sur la stèle, une blessure béante sous le nombril, ou bien l'homme qui, d'une main, lui éloignait les boyaux encore rattachés à l'enveloppe, tandis que son autre main se cachait dans la plaie, remuant sous la chair flasque. S'il avait eu le temps, ou plutôt la volonté, d'observer, Arthur aurait remarqué que les boyaux n'étaient plus recouverts de suc ou de sang. Quand Arthur essaya de réprimer un hoquet de dégoût, il attira l'attention de l'homme qui se redressa. « Que faites-vous ici ?» Le visage anguleux, tout en longueur, se contracta de colère. La main s'extirpa de la blessure, dévoilant un chiffon sale. On aurait dit que ce dingue était en train de nettoyer les entrailles du défunt au lieu de se borner à les replacer à leur place initiale. Arthur essaya de répondre, mais une sensation de nausée l'en empêcha. Alarmé, le maniaque se précipita pour lui plaquer sa main, celle qui avait été dans le ventre, sur la bouche avant de lui renverser la tête en arrière. Arthur concentrait tous ses efforts pour ignorer ce détail, mais même si le chiffon imbibé de formol avait été laissé sur le cadavre, l'odeur âcre lui donnait déjà les larmes aux yeux. « Si vous comptez vomir, monsieur, faites-le dehors, hors de mon cimetière !» Sa voix montait dans des tonalités aiguës, s'imposant avec clarté. Mais Arthur devait se débarrasser de ce bâillon qui l'empêchait de respirer, autrement il allait tourner de l'œil. Il recula d'un pas et signifia, en levant ses mains, qu'il allait mieux. Après un instant, l'embaumeur accepta de le libérer, et Arthur s'essuya la bouche avec sa manche. Un frisson de dégoût le secoua. Mais en se concentrant sur sa respiration, Arthur parvint à se maîtriser. Il poussa même un soupir soulagé. S'il essayait de se concentrer sur cet homme, il pourrait ignorer son malaise. Aussi maigre qu'un ascète, aussi grand qu'un seigneur, l'embaumeur semblait à la fois vieux et jeune. Son visage était marqué non par le temps, mais par la vie. Son nez drapace et ses lèvres fines renforçaient cet air sévère, à tel point que ses traits auraient pu paraître figés comme de la cire blanche si ses yeux verts ne possédaient pas cet éclat vif, même perçant. « Que faites-vous ici ?» Bien que moins perçante à présent, sa voix gardait cette fermeté qu'ont les personnes décidées. « Je cherchais le père Frédéric. Le père Frédéric n'est pas là. C'est le jour où il visite les dispensaires. Revenez demain. » Et comme si la conversation pouvait s'achever sur cette simple information, l'homme se détourna pour revenir à sa table d'embaumement. Bien que la surprise était passée, la vue de ce cadavre éventré restait insupportable à Arthur. Mieux valait s'intéresser à ce qui se trouvait autour. Près de la stèle, sur une petite table en bois, se trouvaient divers flacons, ustensiles en métal et chiffons. Une odeur chimique entourait la table, pulsant à chaque mouvement de l'embaumeur, couvrant la puanteur de la mort et un étrange parfum floral. Aux lueurs des bougies s'ajoutaient les lumières de l'aube qui peinaient à s'immiscer par le puits de lumière aménagé au centre du plafond. Ce caveau n'en était plus un. La famille Whitewood savait-elle seulement qu'il avait été transformé en atelier ? La pauvreté de l'intérieur rivalisait avec l'apparence riche à l'extérieur, donnant l'impression d'une couverture. Une morgue clandestine ? Je vous demande pardon, mais qui êtes-vous ? Arthur se risqua à s'approcher. Dylan Lockhart. Mais je voulais dire qui êtes-vous ici ? Votre occupation ? Croque-mort. Les longues mains de ce prétendu croque-mort replacèrent enfin les boyaux à leur place initiale avec une précision maniaque. Mais ce n'était pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'était que ces manières démontraient une habitude acquise. Est-ce le père Frédéric qui vous demande de faire ça ? Ce n'est pas une profanation ? Le père Frédéric me laisse gérer le cimetière. Lockhart prépara alors une aiguille et du fil, prêt à refermer la blessure. Il donnait l'impression qu'il voulait se concentrer exclusivement sur cette tâche. « Je suis Arthur Jenkins. Peu importe. Il est normal que je me présente puisque j'ai demandé votre nom. Mais je n'ai pas demandé le vôtre, » répliqua l'embaumeur avec un geste désapprobateur de la tête. « Je suis navré, c'était une façon d'amorcer ma requête. Monsieur Lockhart, pouvez-vous me faire rentrer dans l'église ? Je pourrais y attendre le père Frédéric, même jusqu'au soir. Je ne m'occupe pas de l'église. »
Ce visage, que la pénombre avait creusé jusqu'à l'os, avait une telle sévérité qu'Arthur se demanda si un sourire était déjà venu effleurer ses lèvres grises. « Je suis navré, mais je me permets d'insister. Avez-vous au moins la clé ?»« Non. Si vous êtes tellement navré, monsieur, pourquoi continuez-vous de m'importuner ?»« Je vous prie de croire, monsieur Lockhart, que si je vous importune encore, c'est qu'il y a urgence. L'église est mon seul abri. » Malgré le ton grave qu'avait employé Arthur, Dylan continuait de coudre sans lui prêter la moindre attention. « Je vous en prie, cessez de vous occuper de ce mort et venez en aide à un vivant. »« Non, non. Mon rôle est de m'occuper des morts, pas des vivants. Cherchez de l'aide ailleurs. » Arthur était véritablement estomaqué. Ce Lockhart arborait une allure soignée, propre. Pourtant il avait des manières de rustre. Était-ce son métier qui le rendait si froid ? Peut-être poussé par un désir d'ébranler cet homme qui voulait faire croire qu'il était fait de glace, Arthur demanda soudain « Accepterez-vous de m'aider si je vous confie que la personne qui m'importune est une morte ?»« J'enterre les morts qui passent par ce cimetière. Si mes collègues ne savent pas s'occuper de ceux que vous leur confiez, ce n'est toujours pas mon problème. »« Vous m'avez mal compris. » Cette fois, Dylan releva la tête vers l'intrus. Le vert est une couleur séduisante pour les yeux. Pourtant, celui qui se nichait dans ceux du croque-mort n'évoquait pas la fraîcheur d'un printemps fleuri. Il évoquait plutôt la mer lors d'une journée lugubre où aucun rivage ne se devine à l'horizon. « Vous travaillez près d'une église. Peut-être que vous avez déjà assisté à des phénomènes hors du commun ?» murmura Arthur. « Croyez-vous en l'existence des vampires, monsieur ?» Pas la moindre réaction. Lockhart se remit à coudre sans un mot. Soit ce croque-mort avait choisi de l'ignorer sciemment, soit il connaissait déjà ce secret de la nuit. « Vous pensez que je suis fou ? Non. Que je fabule pour vous convaincre ? Non plus. À en juger par les marques discrètes sur votre cou, vous connaissez effectivement un vampire, et intimement. » Obéissant à un réflexe, Arthur pressa sa paume sur un côté de sa gorge. « C'est la plus grande erreur que j'ai commise. Je l'ai épousée avant de deviner sa nature. C'est pour cette raison que j'aimerais rentrer dans l'église et attendre d'avoir les conseils d'un homme de Dieu. » « Ne venez-vous pas de dire que vous étiez marié ? J'imagine que l'union a été célébrée dans un lieu sacré. » « Je sais que les signes religieux n'incommodent pas les vampires. Ça... » Nommer le monstre a ravivé des souvenirs qu'Arthur regrettait déjà. Il se reprit. « Je veux dire, elle n'a montré aucun signe de douleur le jour de notre mariage. Mais à qui demander conseil ? La mode de l'occulte réunit tant de charlatans, je préfère me tourner vers quelqu'un qui connaît cet ennemi. » Cette fois, Lockhart posa son aiguille et fixa l'intrus, un sourcil haussé. « Et vous pensez que le père Frédéric est un expert en la matière ? On vous a mal renseigné. » « Personne ne m'a parlé du père Frédéric. Je suis arrivé ici par hasard. J'ai marché assez longtemps pour être sûr de me rendre dans une paroisse où je ne rencontrerai aucune connaissance. »« Ne perdez pas votre temps à attendre, » commença à l'avertir le croque-mort. « Le père Frédéric ne pourra rien faire pour vous. Le pauvre homme ignore tout des vampires. » Les épaules d'Arthur s'affaissèrent. Ce premier échec ne lui donnait pas envie de courir jusqu'à une autre chapelle, par crainte d'être déçu et découragé à nouveau. Pourtant... « Mais vous, monsieur Lockhart, accepteriez-vous de m'aider ? Vous devez déjà connaître quelques morts qui ont échappé à vos soins, puisque vous ne niez pas leur réalité. J'aimerais pouvoir le faire, mais ce serait nier ma propre existence. » Abasourdi par cette réponse, Arthur releva machinalement le col de sa chemise. « Vous voulez dire que vous êtes également un... » »« Taisez-vous, ne m'insultez pas. » Arthur avait la réponse à la question de Sarah. Qui le croirait ? Un autre vampire, bien sûr. « Le père Frédéric l'ignore, » comprit Arthur en reculant contre le mur, prêt à grimper l'escalier pour fuir. « Sinon, vous ne seriez pas là. » »« Pour la dernière fois, ne perdez pas votre temps ici. Vous me faites perdre le mien par la même occasion. Contrairement à ce que les vivants pensent, les morts n'attendent pas. » Le croque-mort tapota le ventre verdâtre du cadavre qui traversait petit à petit les étapes post-mortem. Soudain, Arthur se demanda s'il s'agissait d'une victime de ce vampire lugubre et, terrifié à l'idée de succéder aux morts sur cette table d'embaumement, il se mit à gravir l'escalier 4 à 4. Il avait erré pendant des heures, d'une église à une autre, mais à part 3 fioles d'eau bénite et un chapelet, les membres du clergé n'avaient pas pu offrir leur aide. En fait, Arthur avait compris qu'ils faisaient de leur mieux pour lui apporter du réconfort sans croire un mot de ce qu'il avançait. Un pauvre homme traumatisé par une histoire d'épouvante lue un soir et qui, comme un enfant, n'arrivait pas à chasser ses cauchemars. Voilà à quoi il ressemblait.
Le vent s'était levé en début d'après-midi, poussant des traînées de nuages et faisant apparaître des pans de ciel bleu. Les rafales secouaient également les feuilles sèches qui tombaient et se mélangeaient avec des bruits de la main. Par ce temps à la fois lugubre et lumineux, Arthur s'était résigné à rentrer chez lui, ne pouvant disparaître pendant des jours. Les rumeurs les plus folles auraient commencé à émerger le soir même, et sa famille l'aurait cherché dans tout Londres. Sa famille. À quelques pas de sa rue, il lui semblait justement entendre la voix d'une de ses sœurs, Holly. Holly était la benjamine de la fratrie et elle avait conservé le caractère autoritaire d'une enfant entourée d'adultes. Elle s'imaginait avoir plus de responsabilités qu'elle n'en avait réellement, et être la plus jeune n'en faisait pas une demoiselle timide. « Vous n'avez aucune honte !» Surpris de l'entendre crier, Arthur s'arrêta et observa la scène. « Importuner les gens chez eux de cette façon, partez avant que… » Faisant obstacle devant la porte d'entrée, Holly suffoquait de colère. En bas des marches se tenait une silhouette masculine dans un surprenant costume vert amande, presque désuet, une canne sous le bras et les hautes formes penchées en arrière, comme rejetées par un mouvement de tête insolent. La jeune femme ne remarqua pas son frère qui se tenait à quelques mètres de là, tandis que l'intrus aux allures raffinées, après un salut désinvolte, s'éloignait de l'autre côté de la rue. Tant mieux. Après son absence, Arthur préférait rester discret, et il n'osa pas s'avancer avant que la porte d'entrée ne claque. Les passants qui s'étaient arrêtés reprenaient leur route, certains secouant la tête, d'autres dissimulant un sourire en coin. La taille d'Holly était restée la même depuis son adolescence, et la voir tempêter offrait un spectacle comique. Autant voir une poupée de porcelaine aux boucles blondes mimer un tigre. Seuls son frère et sa sœur savaient à quel point elle pouvait être terrible. Certain que sa cadette ne le surprendrait pas, Arthur arriva devant chez lui et remarqua, entre les feuilles brunes, une carte de visite déchirée en deux. L'un des morceaux avait disparu quelque part, peut-être déjà emporté au loin, mais celui qui s'était coincé dans le recoin d'une marche révélait un nom, Charles, et une adresse incomplète. 4. Clifton St. J. Arthur se rappellera un peu plus tard que le quartier de St. James, traversé par Clifton Street, n'était pas très loin, à seulement quelques quartiers du sien. Cependant, il ne connaissait aucun Charles vivant là-bas, et il n'y avait aucune profession ou titre sur ce lambeau d'identité. Une connaissance de Sarah, peut-être ? Arthur poussa finalement la porte et Holly se montra plus vif que David, accueillant son frère avec un visage à la fois horrifié et furieux. « Arthur, quel odieux époux vous êtes devenu !» Le coupable ne savait pas si Holly parlait de sa fugue matinale, de sa mine affreuse ou de sa mine dépenaillée, mais son sang ne fit qu'un tour quand elle ajouta « Sarah nous a demandé de venir. La pauvre souffre le martyre depuis que vous avez fui aux aurores sans un mot, sans explication. » Holly lui prit les mains et s'approcha pour le fixer, mais à en juger par la façon dont ses narines frémirent, Arthur comprit qu'elle cherchait si elle pouvait détecter une odeur d'alcool ou un parfum féminin. « Je suis navrée, Holly, j'ai fait un horrible cauchemar, je devais avoir de la fièvre ou… » « Vous avez l'air fiévreux, oui. » Elle apposa le dos de sa main contre son front, bien qu'elle le croyait déjà. « Venez. » Emma est restée avec Sarah pour la soutenir. Sa sœur l'entraîna vers le salon où la bonne avait fait un excellent travail. Tous les rideaux avaient été repoussés et solidement serrés dans les embrasses, prévenant l'ombre qu'elle pourrait ramener. Autour, les meubles luisaient comme si le bois devenait vert sous la magie d'un rayon de soleil. Du moins, tant qu'un nuage ne venait pas briser le charme et jeter des couleurs ternes pour s'accorder aux mines lugubres qui accueillirent Arthur. Dans un coin du salon, affalée dans un fauteuil bleu, Sarah ressemblait à la parfaite épouse éplorée. Son peignoir entrouvert laissait voir une robe enfilée à la hâte. Sa coiffure négligée laissait de longues mèches pendre et qui n'avaient pas été bouclées. Devant sa poitrine, ses doigts s'entrecroisaient comme pour étouffer une douleur du cœur, appuyant avec une telle force que sa peau paraissait plus blanche. Ses sourcils froncés et sa bouche crispée tordaient son visage dans l'anxiété. N'importe quel homme aurait joué les chevaliers servants pour obtenir ne serait-ce qu'un sourire. Même en connaissant la vérité, Arthur était tenté de la rassurer. Quel pouvoir d'attraction elle possédait. « Arthur !» Sarah se redressa avec soulagement. La seconde sœur d'Arthur, plus âgée et portant le prénom d'Emma, l'imita et résista à l'envie de se ruer sur son frère pour le sermonner à son tour. À la place, l'aîné de la famille adopta une mine sévère qui la vieillissait davantage. « Arthur, où étiez-vous passé ?» Observé par ses sœurs, Arthur résista à l'envie de repousser la vampire qui entourait ses bras autour de son torse. Pendant un instant, un très court instant, Arthur se rappela la tendresse qu'il éprouvait pour celle qu'il avait épousée. Oublier sa nature néfaste, pardonner ses élans de prédateur. L'illusion aurait perduré si cette odeur de fleurs fanées, de décomposition figée, n'avait pas émergé des replis de soi, réveillant un pan de conscience qui l'obligea à se ressaisir. Il mima pourtant l'époux désolé tout en écoutant ses sœurs qui chuchotèrent entre elles « Holly, est-ce que ce personnage ridicule est parti ? Oui, j'ai cru qu'il ne nous laisserait jamais. » « Que s'est-il passé ?»
En jouant les curieux, Arthur en profita pour rompre l'étreinte. « De qui parlez-vous » ? Un homme étrange est venu sonner à la porte pour importuner Sarah. Il prétendait qu'il la cherchait depuis longtemps pour une question de somme d'argent. Une somme d'argent ? Curieux. Arthur n'avait jamais croisé cet homme, alors que son allure de dandy ne lui permettait pas vraiment d'être discret. Quant à ce que Sarah avait évoqué concernant son passé ou ses relations, Arthur savait maintenant qu'il s'agissait d'un tissu de mensonges. Il n'était donc pas impossible qu'elle doive réellement de l'argent sans même avoir jamais évoqué le sujet. Cette pauvre colombe a déjà assez souffert aujourd'hui, Arthur. Vous devez l'aménager. L'avertit Emma en croisant ses mains devant son ventre en posture d'institutrice. Vous êtes si beaux tous les deux, vous ne méritez pas un seul jour de trouble. Merci, Emma. Sarah tendit sa main vers sa belle-sœur tout en se maintenant près de son époux, les attirant tous vers elle. Ses gestes gracieux semblaient pouvoir diriger jusqu'à leur haleine, leur tirant des souffles depuis le creux de leur poitrine. Vous êtes adorables et m'êtes très précieuses. Merci d'avoir répondu présente et de m'avoir soutenue aujourd'hui. Emma et Holly se proposèrent pour rester encore un peu, mais Sarah, avec 1000 autres merci, les rassura en leur certifiant que tout allait bien à présent. La proie était revenue dans son enclos. Au moment où elle serait partie, la brebis ploierait ses frêles jambes pour se lever contre la langue du loup, prête à le nourrir. Une fois seule dans le salon, et n'avait plus besoin de jouer la comédie, Arthur s'éloigna pour se tenir dos à la fenêtre, mettant au défi la vampire de le rejoindre dans cette parcelle de jour. De son côté, Sarah réajusta son peignoir et prit place dans un canapé vert, droite et solennelle. « J'ai cru que vous ne reviendriez pas. » Ils purent entendre la porte d'entrée qui se refermait, suivi des pas de quelques domestiques qui revenaient à leurs tâches, frôlant le parquet avec douceur, composant une partition de discrétion. « Vous sentez les bas quartiers, Arthur ?» continua Sarah en plissant le nez. « Où êtes-vous allé ? À qui avez-vous parlé ?»« Des prêtres. »« Officiant dans des paroisses où personne ne pouvait vous reconnaître, » comprit la vampire avec un sourire entendu. Une réaction bien ordinaire. Arthur ne comprenait pas ce calme qu'elle affichait. Était-ce de la lassitude ? De l'assurance ? Elle savait que les londoniens n'accourraient jamais dans la rue pour brandir crucifix et coustailles afin de la faire fuir. En fait, son sourire semblait traduire des siècles de tactique pour préserver un secret surprenant. « J'ai aussi rencontré un de vos semblables. » Cette révélation avait pour seul but de lui faire perdre de sa contenance, et Arthur remarqua avec plaisir qu'il y était parvenu. « Un de mes semblables ? » Un croque-mort qui travaille dans Hoxton. « Hoxton ? Vous avez préféré fuir vers l'est de Londres plutôt que de rester près de moi. » Elle laissa échapper un rire bref. « Mais dites-moi, Arthur, avez-vous rencontré ce semblable à l'hôpital pour lunatiques d'Hoxton ? Ou était-ce un pauvre R qui sortait d'un pub ? Oh, ne me regardez pas de cette façon, je vous taquine tout simplement. » Êtes-vous si peu nombreux pour refuser de me croire ? Oh non, Arthur, nous sommes bien plus nombreux que vous ne le pensez. Un léger sursaut le secoua, et il la pressa d'en dire plus. Nous devons nous adapter au monde, changer d'identité, d'occupation, de philosophie. Nous devons nous moderniser. Oh, tenez, par exemple, j'ai connu un ancien inquisiteur espagnol qui a brûlé plus de protestants que de cierges, et la dernière fois que je l'ai vu, il possédait un cabinet gynécologique réputé à Anvers, où il y avait aussi cette dame qui a vécu à la cour de Marie Stuart et qui est aujourd'hui danseuse de cabaret. Et ce croque-mort, un certain Dylan Lockhart ? Elle réfléchit un instant, cherchant dans une mémoire bien plus vieille qu'il ne pouvait l'imaginer. Peut-être que je le connaissais sous un autre nom. Elle se leva tout en conservant une distance entre eux, pour ne pas l'effrayer, pour éviter la lumière, puis fixa son cou. Arthur fut certain de l'entendre renifler. « Arthur, ne retournez pas vers ces quartiers. L'air est mauvais, vous seriez condamné par le médecin à vous cloîtrer avec moi. » Après un instant, Sarah se risqua à lui tendre sa main, l'invitant à s'approcher et à discuter avec elle. Mais Arthur croisa ses mains dans son dos, refusant l'invitation. Pour s'éviter toute tentation, il fixa même le tapis. « La qualité de mon sang serait altérée, je suppose. Est-ce que cela semble si improbable que je me fasse du souci pour vous ? Et puis les maladies ne sont pas le seul danger des quartiers pauvres, Arthur. Certains semblables sont plus gourmands que d'autres. Je suppose que vous avez eu de la chance avec ce Dylan Lockhart. » Puisqu'il se refusait à la rejoindre, elle soupira, laissant retomber son bras. « Vous êtes si méfiant. N'avons-nous pas passé de magnifiques mois à nous aimer, à rire et à parler pendant des heures comme si nous étions les seuls à nous comprendre ? Quelle autre méthode aurait mieux convenu pour garder votre proie auprès de vous ? Selon vous, j'ai conçu une cage dorée. » Sarah se mit à rire, mais avec moins d'agressivité que le matin même. « Ne soyez pas aussi dramatique, Arthur, vous allez me faire passer pour un monstre. » Arthur s'apprêta à répliquer, mais 3 coups brefs retentirent contre la porte du salon. David apportait le courrier de la fin de la journée. « Un message urgent de votre père, monsieur. Vos sœurs lui ont fait part des inquiétudes de madame ce matin et il aimerait avoir de vos nouvelles sans tarder. » En voyant la missive, Arthur vit là une excuse pour sortir de chez lui.
En prétendant être trop fatigué pour rentrer, peut-être qu'il pourrait passer la nuit chez ses parents et ainsi éviter de devoir partager son lit avec sa vampire d'épouse. Ou alors, il pourrait se renseigner sur le dandy qui avait été chassé de chez lui. Une fois David reparti, Arthur extirpa son joker tronqué, espérant soutirer des informations. « Et ce Charles? Est-ce un semblable lui aussi ?»« Oh, lui !» siffla Sarah. « Bien au contraire. Je l'ai aperçu dans la rue. Est-ce qu'il venait vraiment pour une dette? Ou était-ce une excuse parce qu'il connaît aussi votre véritable identité? C'est inutile, Arthur. Je ne souhaite pas parler de lui. Nous avons des sujets plus importants à aborder d'abord. » Sarah aurait-elle affiché le même air animal si David ou quelqu'un d'autre était resté? Arthur en doutait. À travers la colère, sa nature devenait transparente, évidente. Il comprenait à présent pourquoi il n'avait jamais été témoin d'une telle émotion auparavant. Il aurait compris la vérité sur sa femme bien plus tôt. Effleurant du pouce le message de son père, Arthur songea avec tristesse que sa famille ne lui serait d'aucun secours. Alors qu'une rencontre avec ce Charles, cet inconnu capable de faire frémir une vampire, « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis », se répéta Arthur, espérant ainsi saisir enfin l'aide dont il avait besoin. Sarah était redevenue maîtresse d'elle-même, mais quand elle insista à nouveau pour qu'ils discutent, Arthur rétorqua qu'il ne voyait pas de quoi il pourrait parler alors qu'il devait partir et rassurer son père. Il s'apprêtait à fuir comme il l'avait fait ce matin même, mais cette fois la vampire se leva et tenta de le retenir. « Arthur, n'y a-t-il vraiment aucune chance pour que nous retrouvions notre vie d'avant ?» Cette question le prit au dépourvu. Non pas qu'il ne connaissait pas la réponse, il était surpris qu'elle lui demande un peu d'espoir. « Non, aucune. » Le fiacre dépassa Finsbury Square, alors que les promeneurs s'éclipsaient à mesure que le crépuscule s'installait. Ou plutôt, il serait bientôt remplacé par d'autres passants qui se fondraient dans les ombres, des rôdeurs ou des badauds. Et combien de vampires? Combien d'authentiques créatures de la nuit se cachaient ici-bas? Les sabots du cheval se mirent à résonner entre deux rangées de demeures dont les façades perdaient de leur éclat à mesure que la nuit tombait. Quand les lampadaires s'allumeraient et révéleraient les traces de fumée comme autant de rides sales autour des portes et des fenêtres. Le 4 Clifton Street était une maison étriquée entre deux autres parfaitement identiques, des appartements pour célibataires qui préféraient la liberté plutôt que le mariage. En descendant du cab, Arthur essaya d'imaginer à quel point sa vie aurait été différente s'il n'avait jamais rencontré Sarah. Probablement qu'il aurait passé sa journée à cette fameuse exposition au Science Museum, la tête remplie de plantes exotiques et surprenantes, les cahiers noircis de croquis et de notes, ces herbes, feuilles et fleurs structurant son monde où le folklore n'avait pas sa place. À l'annonce de ses fiançailles, ses amis avaient été stupéfaits. Le botaniste solitaire allait consacrer du temps à une toute autre sorte de fleur que celle séchée dans ses herbiers? Quel fou! Il l'avait taquiné, l'avertissant qu'il s'était emprisonné bien trop tôt dans l'amour, quand, en réalité, ils avaient tous crevé de jalousie en voyant la future Madame Jenkins. Comment réagirait-il à sa place aujourd'hui? S'abandonnerait-il? Tenterait-il de lutter? Arthur, lui, avait choisi. Convaincu de faire ce qu'il fallait, il frappa à la porte et tendit la carte de visite déchirée au logeur. « Est-ce qu'un dénommé Charles habite ici ?» Le propriétaire de l'immeuble, un soixantenaire au ventre assez large pour dissimuler le couloir d'entrée derrière lui, jeta un œil au bout de papier vaguement familier. « Appartement 3. » Peut-être que ce locataire avait l'habitude de recevoir des visites impromptues pour que le logeur ne pose pas plus de questions. La voie libre, Arthur gravit donc les marches, arriva devant l'appartement 3 et toqua, impatient de rencontrer cet ennemi de la vampire. Aucun doute sur l'homme qui lui ouvrit la porte. Arthur reconnut le costume vert amande, mais cette fois, il put voir le visage du propriétaire. Charles adoptait la mode dandy jusqu'au bout de sa moustache fine et de son menton glabre. Ses cheveux blonds ne devaient pas boucler naturellement, ou alors ils étaient un exemple à suivre pour tous les autres élégants. À sa main droite, une petite cigarette plus entortillée que roulée se consumait en soupirant une spirale de fumée. Oui. Tant qu'il ne savait pas s'il était face à un allié, Arthur résista à l'envie d'aller droit au but. Il espérait toutefois que son nom le ferait réagir. « Bonsoir, monsieur. Je suis Arthur Jenkins. Enchanté ?» Face au manque de réaction, Arthur insista. « Vous étiez devant chez moi en fin d'après-midi. Vous avez rencontré une de mes sœurs. » Il lui montra la carte déchirée et le dandy se mit à sourire avec enthousiasme en la récupérant. « Oh, je vois !» Il ficha sa cigarette entre ses lèvres, libérant sa main pour la tendre à son visiteur. Suivant les règles de convenance, Arthur la saisit. « Je me disais que votre nom était familier. » Vous avez essayé de rencontrer ma femme, Sarah Jenkins. Charles se mit à rire. C'est elle qui vous envoie? Non, je suis venu demander votre aide par moi-même.
Gardant son sourire, Charles s'écarta de la porte et l'invita à entrer. Il ne pourrait parler qu'à l'intérieur, loin des oreilles indiscrètes. Sarah Jenkins, répéta le dandy avec une pointe d'ironie. Je la connaissais sous le nom de Béatrice Griffith. Il tendit son bras vers 2 fauteuils disposés devant l'unique fenêtre du salon, observés par plusieurs masques vénitiens aux orbites creuses et au visage neutre, souvenirs de voyage ou choix décoratifs délibérés. S'il avait pris le temps de s'y intéresser, Arthur aurait jugé les titres dans la bibliothèque plus intrigants. Contes slaves, légendes européennes, mythologie du monde, des lectures fantaisistes qui ne l'avaient jamais intéressé jusqu'à maintenant. Mais ce qui piquait le plus sa curiosité pour le moment, c'était la relation entre cet homme et Sarah. Une forme de jalousie qu'il aurait aimé réprimer le poussa à demander « Depuis quand vous connaissez Sarah ? Je veux dire Béatrice Griffith. » « Je l'ai rencontrée il y a 30 ans, quand j'étais encore un enfant. Elle était la maîtresse de mon père. » Ce fut au tour de Charles d'attendre une réaction. Une protestation, un rire surpris, un froncement de sourcils. Peut-être que s'ils s'étaient rencontrés la veille, Arthur l'aurait bien pris pour un aliéné et aurait rétorqué que Sarah n'avait même pas encore 30 ans. Mais maintenant... Vous n'avez pas l'air surpris. J'imagine que vous connaissez déjà son secret. Je le connais, oui. Comprenant qu'il pourrait discuter sans avoir recours à des devinettes, Charles s'installa enfin face à son invité. Depuis combien de temps ? Ce matin. Vous êtes en danger, monsieur Jenkins. Vous le comprenez, n'est-ce pas ? Oui, j'ai cherché de l'aide dès l'instant où j'ai vu ces canines. Ces crocs de bêtes. Sarah, ou Béatrice, ou qu'importe son nom, la vampire devenait plus étrangère qu'un animal croisé dans les tréfonds d'une forêt. Plus inquiétante aussi. Je me suis rendue à l'église, même en sachant que les signes divins ne lui feraient rien, mais je ne savais pas où aller. Je me disais qu'un prêtre pourrait peut-être me dire quoi faire. Oubliez l'eau bénite, les croix, les chapelets ou l'encens, cela ne fonctionne pas. Certains de ces démons rentrent même dans les ordres pour se moquer de nous. Oubliez aussi l'ail, le sel et tous ces gris-gris de légende, elle ne fera que vous rire au nez. Vous semblez connaître ces créatures. C'est surréaliste, je n'aurais jamais imaginé qu'une telle espèce puisse vraiment exister. Depuis quand connaissez-vous la vérité ? Depuis que j'ai surpris la maîtresse de mon père boire son sang à même la gorge. Pour être tout à fait honnête, monsieur Jenkins, j'étais un peu voyeur quand j'étais enfant. Le corps, la différence des sexes, les difformités, tout cela m'intriguait. Tous les enfants sont curieux, vous savez, mais je suis le seul à l'admettre franchement. Il tira sur sa cigarette et se rappela à en proposer une à son invité, mais ce dernier refusa. Je voulais savoir ce que mon père faisait avec cette femme pendant que ma mère partait voir de la famille pendant plusieurs jours. Et une nuit, j'ai observé par le trou de la serrure. Ma curiosité m'a coûté cher. Que s'est-il passé ensuite ? Vous l'avez dit à votre père ? Et avouez que je l'épiais pendant qu'il batifolait avec sa prétendue cousine éloignée ? Hors de question. J'avais peur de sa correction, mais pire, je redoutais ce qu'elle pourrait me faire. D'un geste du bras, Charles lui désigna sa bibliothèque. J'ai gardé le silence et je me suis tourné vers les livres. J'ai pu apprendre grâce à ceux qui avaient rencontré ces monstres avant moi. Mais ce n'est qu'en sortant de sa tour d'ivoire qu'on connaît vraiment l'ennemi. Tous étaient humains autrefois, alors les théories sur le vampire originel sont nombreuses. Pacte avec le diable, sorcellerie, maladie... On ignore même s'il existe encore, mais son héritage se transmet siècle après siècle, transformant des mortels en créatures assoiffées de sang. Elles ne pensent qu'à ça, ne vivent que pour ça. Si personne ne les élimine, ils seront de plus en plus nombreux, et donc de plus en plus dangereux. Vous avez rencontré beaucoup de vampires ? Oh oui, ils ont beau être habiles pour se fondre dans la masse, certains signes ne trompent pas. Sur le ton de la confidence, Charles se pencha pour préciser. Cette odeur, par exemple, vous l'avez sentie, n'est-ce pas ? Comme des bouquets qu'on aurait laissés serrer et pourrir ensemble, comme les relents d'un marécage durant un printemps pluvieux. C'est à la fois suave et rance. Oui, Arthur voyait parfaitement ce qu'il voulait dire. Pourtant, s'agissait-il d'un indice suffisant pour différencier un vampire d'un innocent ? Ils craignent aussi l'argent, le soleil, l'if et le noyer. Rien de fatal, mais ce serait comme une allergie pour eux et ils doivent s'en protéger. Et puis, il y a cette soif de sang. C'est ce qu'ils ont en commun avec les loups dans les forêts, les requins dans les océans et les lions dans la savane. Dans les villes, nous avons les vampires. Mais vous savez, c'est aussi leur unique point faible. C'est-à-dire, ces bêtes s'abreuvent du sang des vivants, mais donnez-leur le sang d'un cadavre, et c'est comme si la mort devenait contagieuse. Une dose importante est requise, ce qui complique l'administration, mais une fois la tâche accomplie, oh, vous n'avez plus qu'à attendre une petite heure et vous aurez la satisfaction d'avoir œuvré pour le bien de tous. Une dose importante à quel point ? Avec un sourire d'enfant, Charles se leva pour aller chercher une sacoche dissimulée derrière la bibliothèque. Elle ressemblait à ce que les médecins transportent durant leur consultation à domicile.
certes dans une version plus petite pour contenir le strict nécessaire, mais le cuir abîmé pouvait en témoigner, au voyage tout aussi nombreux. Le dandy posa la sacoche sur une table basse et, entre quelques bruits de flacons en verre, extirpa un instrument cylindrique serti d'une aiguille qu'il montra à son invité avec une certaine fierté. « Connaissez-vous le docteur Alexander Wood ? Il est décédé il y a quelques années, mais il nous a laissé une merveilleuse invention, la seringue hypodermique. » Qui remplace le clistère dans certains traitements. Oui, je connais son invention, mais je ne vois pas... Cette seringue est l'arme idéale, coupa Charles en riant. Contrairement au clistère, vous ne pouvez décemment pas imaginer injecter du sang de mort par voie rectale. Alors que la seringue... Il fit jouer le piston. La seringue, elle, permet de prendre par surprise le monstre. Celle-ci peut contenir jusqu'à 30 millilitres, ce qui est amplement suffisant. Tout ce qu'il vous faut, c'est assez de ruse et de courage pour vous approcher de la créature et lui planter cette arme dans le corps. Peu importe l'endroit, et d'appuyer pour lui injecter son poison. Fasciné, Arthur prit la seringue et l'inspecta. Les traces d'usure prouvaient l'expertise de Charles. Et la bonne nouvelle, mon cher, est que vous êtes marié à une vampire. Vous avez toutes les excuses possibles et imaginables pour l'approcher. Prétendez vouloir faire la paix, enlacez-la, faites ce que bon vous semble pour l'avoir à votre merci. L'aiguille métallique rayonna un instant, promettant à Arthur toutes les chances de réussite. Il allait se débarrasser du monstre. Son cœur se mit à battre, propulsant assez de sang dans ses jambes, l'obligeant à se lever. Impossible de tenir en place maintenant. Mais que se passe-t-il une fois le sang injecté ? Ne va-t-elle pas essayer de m'attaquer ? Elle n'en aura pas le temps. Voyez-vous, j'ai pris plusieurs notes au cours de mes propres combats. Cette fois, ce fut un carnet que Charles piocha de sa sacoche. Il trouva sans difficulté la page qui l'intéressait le plus, peut-être celle qu'il consultait le plus souvent, par délectation, et récita « Premier signe. Immédiat. Engourdissement et sensation de picotement. Le vampire agit comme s'il était pris de vertige. Ces effets peuvent durer de 2 à 7 minutes. Second signe, 10 minutes après l'injection, apparition de taches noires autour de l'endroit où le sang a pénétré. Troisième signe, à partir de 25 minutes, le squelette du vampire se brise, amaigrissement visible et spectaculaire. La tête de certains se fend en deux. Stade final, dernier signe, 30 minutes après l'injection, le vampire cesse d'exister. Sa carcasse se résume à des os, de la peau en lambeaux et des cheveux éparpillés. Même si son monde rationnel s'était écroulé, brouillant ses repères et remettant en doute tout ce qu'il pensait savoir, Arthur ne parvenait pas à croire ses observations. Comment un corps physique pouvait, en une demi-heure, se momifier et se recroqueviller en poussière ? Et si c'était vrai, le phénomène ne passerait pas inaperçu. L'existence des vampires aurait été révélée depuis des siècles, relayée par des témoins, des médecins, des... Arthur porta une main à une de ses tempes, luttant contre cette logique qui ne parvenait qu'à lui donner mal à la tête. Pour la majorité des humains, les vampires n'apparaissaient que dans les mythes et les livres. Ils survivaient, d'une génération à une autre, se nourrissaient sans éveiller les soupçons. Qui avait dit que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas ? Encore un de ces poètes torturés qu'Arthur ne supportait pas. Toutefois, reprit Charles en perdant de son enthousiasme, ramenant Arthur au moment présent, je n'ai plus de sang de mort et je ne pourrai m'en procurer qu'à partir de la semaine prochaine. Ne me jugez pas trop vite, je compte parmi mes amis proches un étudiant en médecine, expliqua le dandy en saisissant sa blague à tabac. Il faudra vous montrer patient, mais pour votre propre bien, ne vous préoccupez pas des autres et des qu'en dira-t-on. Allez vous reposer chez de la famille sans votre femme. Ma famille ne me permettra pas de leur rendre visite sans elle. C'est malheureux à dire, mais ils sont tombés sous son charme comme j'ai pu le faire. Et tant qu'ils ignorent encore qui elle est réellement, ils l'adoreront. Pourtant, une idée s'insinuait. Maintenant qu'il savait comment vaincre la vampire, l'impatience le rongeait et lui donnait le courage dont il avait besoin. Ses doigts se resserrèrent autour de la seringue. Mais je sais où je peux me procurer du sang mort. La nuit commençait à tomber, assez lourde pour réduire les espoirs en illusions. Au détour des ruelles à moitié dévorées par l'obscurité, des silhouettes de passants se retrouvaient décapitées ou démembrées, découpées par l'ombre. Incomplets et transformés, ils devenaient alors des chimères. La démarche d'un boiteux faisait penser à un pantin désarticulé. Les mains tendues d'une mendiante ressemblaient à celles d'une damnée qui réclame leur dû, tandis que les fenêtres montraient des spectres sans face. Resserrant le col de son manteau autour de sa gorge, Arthur avançait d'un pas décidé vers le cimetière de Hoxton. Un ivrogne bagarreur l'interpella en beuglant, mais Arthur l'ignora. Même la perspective de rencontrer à nouveau le policier méprisant ne l'inquiétait pas. Il n'était qu'humain,
Or, Arthur s'apprêtait à affronter des créatures plus dangereuses. Le portail à l'entrée du cimetière s'ouvrait avec la même facilité que le matin même. Arthur suspecta que personne ne voulait investir les fonds nécessaires pour le faire remplacer par un portail qui serait fermé à clé. Tant mieux, c'était une difficulté en moins. Une fois devant la crypte, Arthur prit la précaution d'ouvrir la sacoche de Charles et de dissimuler la seringue dans sa manche avant d'entrer. Ce Dylan Lockhart se terrait probablement dans son atelier souterrain. Il devrait donc agir très vite. Piquer un cadavre, remplir la seringue et repartir sans faire le moindre bruit. Et s'il se faisait surprendre par ce vampire morbide ? D'accord, mais à condition qu'il ait eu le temps de prélever du sang avant. Ce serait une première exécution en guise d'entraînement avant la confrontation tant attendue. À mesure qu'il descendait les escaliers avec précaution, tâtonnant dans le noir, l'apprenti chasseur se demanda soudain pourquoi un vampire fréquentait ainsi les morts si leur sang était si toxique. Ce Dylan Lockhart le savait-il seulement ? « Alors vous êtes revenu ?» Cette simple déclaration pétrifia Arthur. Les bougies étaient éteintes ici-bas et le vampire était alors invisible. La voix ne lui avait pas semblé proche, mais comment être sûr ? Arthur renonça à bouger. Le silence qui suivit prenait des proportions effrayantes, et l'intrus hésitait encore à faire demi-tour quand le croque-mort alluma une lampe à huile. Son visage émacié surgit comme une apparition, les yeux fixés sur Arthur. « Allez-vous encore présenter vos excuses pour je ne sais quelle raison ?» Tenant la seringue dans sa main, Arthur se colla contre le mur. Il avait besoin d'une paroi assez solide pour le soutenir. Tout le courage qu'il avait réuni en chemin venait de s'évaporer. Mais s'il se concentrait assez, il pourrait récupérer juste ce dont il avait besoin pour faire face au croque-mort. Après une profonde inspiration, Arthur l'avertit. « N'approchez pas, monstre. Je connais votre point faible désormais. » Lockhart leva les yeux au ciel sans bouger. « Je pensais avoir dépassé l'époque où j'entendrais ce genre d'ordre. »« Vous n'avez pas l'intention de me tuer, ni de me charmer ? En me languissant sur une de ces tombes comme un vieux chat housseux ? Ne soyez pas ridicule, je ne corresponds à aucun de vos fantasmes. » Arthur se mit à rougir de honte. Il ne pensait pas exactement à ce type de séduction, il avait juste déduit que ces monstres avaient des dons d'enjôleurs pour parvenir à leur fin. Sarah l'avait prouvé à maintes reprises. Ce vampire-là, en revanche, ne tentait aucune ruse. Sa voix perchée ne prononçait pas des flatteries mais des sentences. Ses mouvements n'étaient pas gracieux mais réfléchis. Bien différent de Sarah, Dylan Lockhart ne se comportait pas comme un prédateur. Il était un ascète aigri, le cynique imperturbable. Un individu rare, supposait Arthur. En s'habituant peu à peu à la pénombre, Arthur remarqua que le croque-mort était assis à une table devant un livre ouvert. « Vous voyez dans le noir ?»« Oui, malgré vos efforts, je pouvais vous voir vous dandiner dans l'escalier comme en pleine journée. »« Oh, une chance que ce soit Lockhart et non un autre vampire dans ce cas. »« Est-ce une capacité que tous les vampires ont ?»« Oui, mais n'avez-vous pas une épouse à qui poser vos questions ? J'aimerais poursuivre ma lecture plutôt que d'assouvir votre curiosité. » Sur ce, Lockhart se replongea dans le livre, passant ses doigts sur ses cheveux noirs coiffés en arrière, déterminé à l'ignorer. Profitant de ce moment, Arthur s'approcha de la stèle. Une forme reposait sous un linceul, mais aucune tache de sang n'apparaissait. S'agissait-il du même corps que ce matin ? Un autre ? Combien de morts comptait Londres par jour ? « Si vous n'avez pas l'intention de me tuer, alors accepterez-vous au moins de m'aider ? Je n'interfère dans aucune vie. » Sans relever la tête, Lockhart fit un geste de la main pour désigner la crypte autour, mettant en évidence la pierre plus abîmée que de vieux os fatigués. « J'ai choisi de rester au service des morts pour le reste de mon existence. »« Vous n'allez donc jamais à la rencontre de vos semblables ?»« Non. » Il était donc peu probable que Sarah l'ait déjà rencontré. Peut-être même que Dylan Lockhart était le nom qu'il avait toujours porté. Un croque-mort éternel qui nettoyait les morts, les préparait à leur dernière sépulture et les enterrait. À y réfléchir, Arthur pourrait avoir besoin de lui. La seringue ne suffirait pas. Après le meurtre, Arthur devrait justifier la disparition de son épouse. Il avait donc préparé des éléments qui prétendraient que Sarah avait été infidèle et qu'elle s'était enfuie avec son amant. Lui seul saurait qu'il était veuf. Pourtant, le corps, même réduit en cendres, restait un problème. Charles avait promis de l'aider à s'en débarrasser, mais s'il restait des traces, si la police envoyée sur les traces de Sarah retrouvait des cheveux, si une domestique apercevait une tache suspecte sur le lieu du crime, et si le poison ne fonctionnait pas et qu'elle parvenait à revenir. Un croque-mort, vampire de surcroît, pourrait emmener les restes de la dépouille loin d'Arthur et confirmer le décès. Accepteriez-vous de vous impliquer dans mes projets en tant qu'assistant funéraire alors ? Vous semblez dévoué à votre travail.
Le silence semblait être une invitation. Alors, ne s'inquiétant plus de la proximité avec la créature, ni avec le mort, Arthur posa une main sur la stèle. Je suis descendu ici pour subtiliser du sang de cadavre et empoisonner mon épouse, mais je crains que sa mort ne soit trop choquante pour un embaumeur humain. Vous, en revanche, vous partagez sa condition, vous comprendrez l'état de sa carcasse, et si un semblable pouvait s'assurer de sa disparition définitive, je serais rassuré. En employant moins de manières que l'intrus, Lockhart lui demanda l'adresse à laquelle il devrait se rendre, puis une autre information d'une étrange précision. « À quelle heure passerez-vous à l'acte ?»« En fin de soirée, le plus discrètement possible. Convenons pour minuit. À minuit et demi, un corbillard sera attelé devant chez vous. Ne soyez pas en retard. » Sur cette mise en garde, le croque-mort souleva le livre et se dissimula derrière. Il n'avait plus besoin de discuter, l'accord était convenu. Par curiosité, Arthur parvint à déchiffrer le titre. Nord et Sud. S'il s'attendait à le voir lire de la romance, ce détail infime et banal fit l'effet d'une fausse note, troublant Arthur. Cette scène d'un vampire lisant lui rappelait cette fois où, à l'opéra, Sarah avait été émue par la Esmeralda, une adaptation de Notre-Dame de Paris. Cette sensibilité pouvait être authentique ? Non, il ne devait pas se laisser distraire, il y avait plus important pour l'instant. Arthur souleva le linceul et constata qu'un nouveau corps reposait ici. Une vieille dame, à en juger par les rides sur la poitrine et les épaules, car la tête, quant à elle, avait été fendue par l'impact d'une roue. Les yeux s'étaient enfoncés et le nez avait été aplati, brisé au-dessus de la cavité que formait la bouche. Les dents de devant avaient disparu, mais celles restantes avaient été lavées. « Qu'attendez-vous » s'agaça le vampire. « Prenez ce dont vous avez besoin et partez. » Arthur obéit. Il planta l'aiguille dans une épaule et laissa l'arme aspirer, vampirisée, un peu de sang. Il ressentit presque de la peine en comprenant qu'il ne pourrait jamais mettre un visage sur la malheureuse qui, par son décès, le sauvait. Il injecta cette première portion dans une fiole, puis répéta le prélèvement qui resta, cette fois, dans la seringue. Une fois ces manipulations terminées, Arthur remercia le croque-mort et, au moment où il s'apprêtait à sortir, le vampire éteignit la lampe. Dans le noir total, Arthur eut soudain peur de ses propres mouvements qui devenaient si bruyants. Et si le vampire bondissait pour le plaquer et le dévorer, l'empêchant de revenir à la surface ? Ces images dictées par son imagination devenaient plus claires dans la pénombre, lui rappelant qu'il était une proie. « Monsieur Lockhart ?» Pas de réponse, mais Arthur prit une profonde inspiration, luttant contre ses doutes. « Je vous remercie pour votre aide. » Le bruissement d'une page confirma que le croque-mort restait à son bureau. Soulagé, Arthur monta les marches sans se précipiter. Il était essentiel de garder son sang-froid. Véritable criminel projetant son premier meurtre, Arthur avait pris plusieurs dispositions pour son plan. Tout d'abord, il laissa sous la porte d'entrée de chez ses parents un message où il expliquait qu'il avait quelques doutes quant à la fidélité de Sarah. L'histoire de la fuite avec un amant trouverait ses racines dans ce premier indice. Ensuite, il donna à Charles la fiole de sang, sorte de munition supplémentaire juste au cas où l'empoisonnement ne se déroulerait pas comme prévu. S'il devait mourir lors de cette confrontation, un complice s'assurerait que la vampire ne survivrait pas. Mieux valait s'associer à un chasseur de vampires expérimenté quand on commençait soi-même une carrière. Arthur n'oublia pas, bien sûr, de décrire à son partenaire la maison et de lui donner l'heure à laquelle les domestiques seraient couchés ou partis. Un quart d'heure avant minuit, Charles trouverait la porte arrière ouverte et pourrait se glisser chez les Jenkins. En se couchant, le soleil n'avait pas seulement laissé place à la nuit, il avait aussi lâché la bride au froid. Une humidité palpable serpentait maintenant au ras du sol, laissant imaginer des fantômes rampants à la surface du pavé, capables de s'infiltrer sous la peau et autour des os. Sans le poids de la mallette qui lui rappelait sa mission, alourdissant son bras, Arthur aurait presque trouvé le vestibule accueillant. Un feu flambait dans la cheminée du salon et les braises qui en subsisteraient brûleraient jusqu'à l'aube, survivant à celles qui avaient survécu trop longtemps ici-bas. Avant de retrouver Sarah, Arthur avait cru pouvoir se préparer en se déshabillant, enfiler une robe de chambre et cacher la seringue dans une poche ou sa manche. Il se serait glissé ensuite dans la chambre, surprenant la créature avec une piqûre mortelle. Mais en traversant le couloir, il aperçut dans le salon, malgré l'heure tardive, la silhouette de Sarah encore habillée. Non, il y avait autre chose. Une valise reposait à ses pieds et, sous l'ourlet de la robe, des bottines dépassées. S'il ignorait les crocs qui se cachaient derrière cette bouche grave, il se serait attendu à ce qu'elle lui annonce une liaison. La fiction dans la lettre adressée à ses parents deviendrait alors réalité, mais Arthur n'y crut pas un instant. Si elle comptait fuir, il ne lui en laisserait pas l'occasion. « Bonsoir Arthur. »
Son épaule recula légèrement, annonçant un pas qu'elle renonçait finalement à faire. « Je sais que vous êtes encore en colère. Je pouvais entendre votre cœur battre depuis la rue. » Oui, il y avait de la colère, mais battant à l'unisson avec la peur également. Depuis le matin même, l'effroi avait laissé une empreinte sur son rythme cardiaque, et il le subirait sûrement jusque dans ses vieux jours. Quel autre sentiment pourrais-je avoir ? Vous m'avez dupé, vous m'avez utilisé, vous vous êtes abreuvé à mes dépens. C'est vrai, je l'admets. Je profitais de votre sommeil pour me nourrir le plus doucement possible. C'est une nécessité, Arthur, une soif qu'il me faut assouvir. En l'épanchant avec parcimonie, j'arrive à me contrôler sans tomber dans les excès que j'ai connus dans ma jeunesse. Elle s'autorisa un sourire peiné qui déstabilisa son époux. La Sarah qu'il avait connue transparaissait dans certaines expressions qui semblaient sincères. Elle ramenait alors des souvenirs précieux et heureux. Une partie de lui, bien qu'enfouie, essayait de rêver. N'y avait-il vraiment aucune chance pour qu'il fasse comme si de rien n'était ? Avec tous les hommes qui avaient tenté de la séduire, toutes les opportunités qui s'étaient présentées, les efforts pour maintenir une illusion de bonheur lui semblaient excessifs. On ne se dévouait pas tant pour un mensonge. Arthur resserra son emprise sur la valise. Il devait rester lucide, car maintenant il connaissait le pouvoir de séduction des vampires. « Et cette valise ? Vous avez décidé de partir à la recherche d'une nouvelle proie ?» La question effaça le sourire de Sarah, laissant place à un froncement de sourcils. « Je ne vous ai jamais vu comme une proie, Arthur. Pour moi, vous étiez mon mari. Je regrette que notre histoire n'ait plus aucune crédibilité pour vous. » Puisqu'elle voulait jouer les femmes blessées, Arthur comptait utiliser la même tactique pour arriver à ses fins. Tout en adoptant un air nostalgique, il s'approcha de la fenêtre et, tournant le dos à la vampire, ouvrit la manette avec des gestes lents, sans bruit. « Vous m'avez menti, Sarah. J'ai cru avoir accepté votre infertilité par amour. Je n'ai jamais remis en question vos parents toujours éloignés. Même l'absence de lettres ne m'avait jamais fait douter de vous. » Il venait de se saisir de la seringue et pouvait à présent poser la mallette sur la commode, la plaçant juste derrière un vase rempli de bruyère des Landes. Mais j'ai compris que tous ces mensonges couvraient un secret encore plus inavouable, un secret que je ne peux pas accepter, malgré toute l'affection que je vous porte. Je n'osais pas imaginer que notre séparation arriverait si vite. Comment ai-je pu être si crédule ? J'imagine que malgré les siècles, l'amour rend n'importe qui naïf. L'amour ? Son arme avait été calée contre son avant-bras, la couche du manteau dissimulant le gonflement sous la manche. Bien sûr, Arthur, l'amour. J'avais espéré vous voir vieillir et vous soutenir jusqu'à notre adieu naturel, mais certaines nuits, je me berçais en imaginant tous ces siècles que nous pourrions traverser ensemble. Alors je réfléchissais aux arguments pour vous convaincre de me rejoindre dans l'éternité. Vous rejoindre ? La pendule sur le chambranle de la cheminée lui rappelait qu'il devait surveiller l'heure. Pour l'instant, la grande aiguille indiquait 11h09. Vous comptiez me transformer ? Me rendre comme vous ? Je n'aurais jamais rien fait sans votre accord, Arthur. C'est une vie de solitude et de nostalgie. Mais quand on trouve une âme sœur, les peines doivent être moins lourdes. Nous ne nous connaissons que depuis quelques mois, mais j'ai rencontré assez de partenaires pour savoir que vous êtes différents. Puisqu'elle essayait de l'amadouer, autant lui laisser croire que la ruse fonctionnait. Et comment auriez-vous fait ? Comme on l'a fait pour moi. Pour renaître, il faut d'abord mourir. Par conséquent, le procédé est douloureux. Je dois avoir accès à votre cœur et y verser mon sang. La circulation fera ensuite le reste en répandant mon héritage à travers chaque veine. Que ce soit pour mourir, vivre ou revivre, l'importance du sang demeurait comme un ingrédient à la fois scientifique et spirituel, à la fois vital et meurtrier. Le sang que lui proposait Sarah pouvait être tout aussi fatal que celui qu'Arthur cachait sous son poing. Après tout, comment savoir si ce rituel était vrai ? Il pouvait s'agir d'un piège pour le faire agoniser. Mais autant lui faire croire qu'il s'intéressait à cette option. « Et si j'accepte ? » ?»« Vous le feriez ?» demanda Sarah en s'avançant. La valise à ses pieds disparut derrière un pan de robe. « Vous accepteriez vraiment ? » ?»« Avant, j'aimerais en savoir plus sur votre condition. Comment avez-vous réussi à conserver votre secret depuis tant d'années ? Comment contrôlez-vous votre soif ? Car si je deviens comme vous ne pourrez plus vous nourrir. » »« Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions, Arthur, toutes. » Un second pas, puis elle se risqua à ouvrir les bras, avide d'accueillir la paix. « Vous êtes encore jeune, si vous avez besoin de plusieurs mois ou de plusieurs années, j'attendrai. » La grande aiguille arrivait sur le 15. Malgré la méfiance, Arthur accepta d'aller vers elle et, pour bloquer son arme, il passa un bras autour de sa taille. Il n'aurait plus qu'à subtiliser la seringue en complétant l'étreinte.
Soulagée, Sarah croisa ses mains sur la nuque de son mari et l'embrassa sur le bout du nez. « J'ai eu tellement peur de vous perdre, Arthur. Avant qu'elle n'ajoute quoi que ce soit, une aiguille se planta dans son dos, perçant les couches de tissu pour se nicher entre deux côtes. Impossible de savoir si le cri de Sarah exprimait la surprise ou la douleur. Peut-être les deux. « Arthur !» À l'aide du piston, l'empoisonneur injecta le sang placide et repoussa la vampire une fois la seringue vidée. L'instrument roula sur le sol et Arthur se protégea le visage avec ses bras. Malgré ce que Charles lui avait assuré, il redoutait que la vampire ne se mette à hurler de rage et se jette à son visage pour lui crever les yeux, qu'elle lui arrache la trachée avec les dents, qu'elle tente de le tuer pour l'entraîner dans sa chute. Pourtant, au lieu d'une fureur bestiale, la vampire se contenta de le fixer avec des yeux immenses. Peut-être que les observations que Charles avait consignées dans son carnet se réalisaient, mais Arthur comprit qu'il y avait plus qu'une paralysie. C'était la déception qui empêchait Sarah de parler. La tristesse la fit alors octer. « Arthur ?» Son nom fut murmuré cette fois. Arthur aurait dû contourner la vampire pour éviter les premiers signes de décomposition. Il aurait dû s'éloigner en attendant que le poison fasse son œuvre. Mais par un étrange procédé de contamination, c'était lui qui se retrouvait paralysé. Les yeux de Sarah ne lui paraissaient plus aussi reptiliens. Au contraire, si elle tombait à genoux, il lui tendrait la main en signe de pardon. Mais un bras armé d'un chandelier émergeait au-dessus de la tête de Sarah. Le bruit qui survint ensuite fut terrifiant. Sous l'impact du socle du bougeoir, le crâne de Sarah craqua. Au second coup, le son devint plus humide et du sang noir se mit à couler sur le front de la vampire, glissant le long de son nez jusqu'au menton, scindant son visage en deux. Et elle fixait toujours Arthur, les yeux écarquillés. Au lieu de ressentir du soulagement, Arthur crut que son cœur allait exploser de peur. Sarah tomba finalement à genoux et, à en juger par le bruit de cassure, nul doute que les rotules venaient de se briser. Empoisonnée, la vampire devenait plus fragile qu'une figure de porcelaine. Ses yeux clairs s'accrochaient encore à Arthur, comme s'ils étaient les derniers organes capables de bouger, mais même si elle avait été capable de se retourner, elle ne l'aurait pas fait. Elle savait que Charles assouvissait enfin une vieille vengeance. D'une façon improbable, le feu dans la cheminée gagnait en intensité, mais la pièce devenait aussi plus sombre. Si Arthur avait jeté un œil aux bruyères derrière lui, il aurait remarqué qu'elles étaient devenues racornies et sèches, comme oubliées depuis des semaines. Il en allait de même pour le tableau, entre deux bibliothèques qui représentaient un chien chassant une perdrix dans une forêt. Le lévrier s'était transformé en cerbère d'un noir opaque, plus squelettique que maigre, convulsé sur une proie écorchée. Sans ses plumes colorées, les muscles à nu, l'oiseau était méconnaissable et aurait pu être n'importe quoi d'autre, n'importe qui d'autre. Sarah appuya ses paumes contre le tapis pour se maintenir, puis elle se mit à tousser comme une tuberculeuse prête à rendre son dernier souffle. Et quelques lambeaux d'organes. Un long tube translucide se tortilla hors de sa bouche, l'œsophage. Malgré cette position de faiblesse, Charles la jugeait toujours dangereuse. Alors il donna un nouveau coup de bougeoir derrière son crâne. La plaie s'ouvrit à nouveau, et le visage ne fut plus seulement divisé par une ligne de sang, mais par une plaie béante. « Arrêtez, arrêtez, je vous en prie !» cria Arthur, se surprenant lui-même. « Laissez-la !» La fissure rejoignit à présent la bouche, laissant assez d'espace pour laisser la vampire cracher un premier poumon racorni. Elle n'en avait plus besoin depuis bien longtemps, mais son hoquet de douleur traduisait une peine étrange. Sarah Jenkins, Béatrice Griffiths, peu importait son nom, assistait à sa propre décrépitude. Du sang, dont l'apparence rappelait plutôt le pétrole, se déversait en même temps, aidant à faire glisser les organes asséchés par le temps. Arthur vint s'agenouiller près de la vampire, la honte s'ajoutant au dégoût. Qu'avait-il fait ? « Éloignez-vous, Jenkins, ces créatures restent des menaces tant qu'elles peuvent encore bouger. Vous n'avez jamais parlé de la brutaliser, le sang devait suffire. Reprenez-vous, mon brave, nous parlons d'une vampire. » Quand Arthur posa une main contre le dos de Sarah, il la sentit frissonner. Sur la peau de ses mains, les veines gonflées et remuées, plus noires que des scolopendres. Si Arthur avait pu voir le reste du corps de Sarah, il aurait constaté que cette réaction s'étendait jusqu'aux orteils. Il aurait noté également à quel point la chair devenait translucide, comme prête à disparaître. Il n'y avait absolument rien de réjouissant dans cette victoire. La culpabilité le rendait même fou, le faisant trembler à son tour. Malgré ce qu'il avait fait, Sarah ne le repoussa pas et, comme un animal qui abdique, elle tenta de se lever contre lui pour attendre la fin. Charles saisit une épaule tordue et retourna la vampire de façon à l'éloigner d'Arthur. Il s'agenouilla alors à son tour et répéta les coups, frappant le visage, la poitrine, la gorge. Et Arthur pouvait supplier en hurlant, le chasseur de vampires restait sourd à cette compassion.
Derrière cette lutte, Arthur aperçut soudain la lueur d'une chandelle. Les bruits et les cris avaient réveillé David. « David !» Arthur essaya de se relever, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. « David, la police ! Vite, à l'assassin !» Il ne parvenait qu'à bredouiller, mais le vieil homme réagit aussitôt, posant la chandelle et courant vers l'entrée, appelant à l'aide. Dans un geste de colère, Charles cogna Arthur à la mâchoire. « Est-ce que vous êtes devenu fou ?» gronda-t-il. Son costume était maculé d'éclaboussures noirâtres. Même son menton glabre était moucheté par des taches. Les cheveux en bataille, la silhouette tordue dans la pénombre, il ressemblait à un fou, à un monstre assoiffé de sang. « Reprenez-vous ! Ne vous laissez pas duper par ce fauve ! C'est vous qui m'avez dupé !»« Je vous sauve la vie !»« Non, vous vouliez juste tuer !» rétorqua Arthur d'une voix blanche, trouvant enfin assez de force pour se relever. « Vous avez profité de mon ignorance pour m'encourager à commettre l'irréparable. Si Sarah était aussi dangereuse que vous l'avez affirmé, nous serions déjà morts tous les deux. Elle nous aurait charmés, elle se serait débattue. Mais je comprends maintenant. C'est parce qu'elle était amoureuse qu'elle était aussi vulnérable. » À chaque gorgée de sang qu'elle prenait pour récupérer des forces, il les reprenait avec des baisers et des promesses de vie à deux. Il avait cru être le seul à s'affaiblir à son contact, quand elle lui remettait sa longue existence entre les mains. « Vous seriez damné pour elle, » commenta Charles en laissant tomber le chandelier au sol. « Vous ne valez pas mieux qu'un des leurs. Au moins je suis intervenu à temps. Deux vampires amoureux doivent représenter des ennemis puissants. » Puis, avec la même nonchalance que lorsqu'Olly l'avait chassé de la maison, Charles fit un geste de salut au veuf. Il était temps de partir avant l'arrivée de la police. Arthur n'avait même pas la force de le retenir. Sur le chambranle de la cheminée, la pendule déclara, avec un tintement bref et aigu, qu'il était minuit. Le feu crépitait encore, projetant une lumière sombre sur la dépouille de la vampire qui maigrissait à vue d'œil. Les doigts ressemblaient maintenant à des brindilles, la robe dégonflée sur un corset qui ne retenait qu'un squelette de plus en plus fin. Les cheveux s'aplatissaient contre le tapis trempé de sang, aspiré dans cette flaque noire. Mais même en plein jour, Arthur n'aurait pas pu admirer le visage de Sarah. Il n'était qu'un agglomérat de chair maltraitée. « Je ne peux pas vous féliciter pour votre discrétion. » La voix claire fit sursauter Arthur. À l'entrée du salon, la longue silhouette du croque-mort se confondait avec les ombres du couloir. Le visage blanc de Lockhart parvenait à peine à se démarquer. Ou alors c'étaient les larmes contre lesquelles Arthur essayait de lutter qui l'empêchaient de voir correctement. « Ce n'est pas de ma faute. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. » « Peu importe. Il est minuit et vous avez rameuté tout le quartier avec vos hurlements. Je dois l'emporter maintenant. » Dylan Lockhart entra dans le salon d'un pas leste, comme s'il connaissait déjà les lieux. Sa prestance écrasait les fauteuils, les tables, les commodes. Pourquoi paraissait-il aussi grand ? « Non, s'il vous plaît, ne l'emportez pas. J'ai changé d'avis. Je voudrais... »« Moi pas. Vous m'avez demandé de venir récupérer le corps de votre femme à minuit, et je suis là. Vos regrets ne changeront rien. Elle est morte. » Le croque-mort se pencha vers un bord du tapis et commença à le faire rouler. Mieux valait supprimer toutes les preuves. « Monsieur Lockhart, croyez-moi, je ne voulais pas qu'elle subisse ça. Cela ne me concerne pas. Écartez-vous, je vous emporte dans le même linceul de fortune. » De mauvaise grâce, Arthur obéit et recula vers la fenêtre où, sur la commode, les bruyères rigides se dressaient toujours devant la mallette. Il devra s'en débarrasser. Il lui faudra retrouver également la seringue et tout faire disparaître avant d'entamer son deuil. L'idée qu'il avait rencontré la femme parfaite chez une créature vieille de plusieurs siècles faisait peser une certaine lourdeur dans sa poitrine. Jamais il ne retrouverait de femme comme Sarah. Jamais il ne retomberait amoureux comme il l'avait fait. D'un coup de seringue, d'une pression sur un piston, il s'était privé de 1000 joies, des joies qui auraient pu être éternelles. Le corps de Sarah se retrouva caché dans le tapis entièrement roulé sur lui-même. Maintenant, il était impossible de deviner la présence de restes vampiriques dans ce suaire étrange. Le croque-mort n'aurait que les lambeaux à enterrer dans une tombe anonyme. « Monsieur Lockhart, notez-moi l'emplacement de là où elle reposera dans votre cimetière. Je viendrai fleurir sa tombe aussi souvent que possible. » Le croque-mort hocha la tête, assurant que ce sera fait. Une histoire de vampire. Voilà comment se faut justifier son acte. Enchaîné au fond du fiacre, Charles enrageait de ne pas pouvoir apercevoir les rues. Seule une petite interstice, de temps en temps éclairée par les becs de gaz, donnait accès à l'extérieur, mais impossible de vérifier si la vampire se trouvait là, dans les rues, bien en vie.
et qu'il ne songe même pas à essayer de se lever. Les 2 policiers assis entre lui et l'arrière du véhicule le surveillaient, matraque en évidence. Les épaules raides, ils essayaient de cacher à quel point ils étaient perdus dans cette affaire qui avait commencé par l'appel à l'aide d'un vieux valet. Alertés pendant leur patrouille nocturne, ces 2 agents avaient poursuivi celui qui, d'après le témoin, avait été surpris en train d'assassiner Madame Jenkins à coups de chandelier. Ils n'avaient pas mis longtemps à rattraper leur suspect, et quand le plus grand des 2 policiers avait tiré sur un pan du manteau du dandy, révélant des taches de sang noir sur le costume, la conclusion avait été évidente. Ils avaient imaginé tenir là une affaire banale, une liaison extra-conjugale qui tourne au drame, une dette qui finit par se payer avec la vie, un différend qui prend des proportions terribles. Il y avait tant d'histoires de ce genre, et elles appartenaient à tous les quartiers, à toutes les couches de la société. Mais en se rendant chez les Jenkins, le drame devint mystère. À quelques pas de chez lui, ils rencontrèrent le veuf qui arpentait la rue. Les 2 policiers avaient été surpris de le voir aussi livide, et ils l'abordèrent donc avec douceur. Il fallait cependant l'interroger et comprendre la situation. Arthur Jenkins était sorti, s'inquiétant de ne pas voir revenir son valet, et pour aller chercher le médecin de famille 3 rues plus loin. Bien sûr, il avait reconnu l'agresseur de son épouse, et il confirma le témoignage de David Bloom. Cet inconnu, il ne connaissait même pas son nom, s'était infiltré chez eux et avait frappé Sarah Jenkins à l'arrière du crâne avec un chandelier. Ses sœurs pourraient confirmer que cet individu avait essayé d'importuner sa femme plus tôt dans la journée, prétextant une dette qu'elle lui devait. Non, Arthur n'avait jamais entendu parler d'une quelconque redevance, mais peut-être que l'assassin pourrait fournir les preuves si c'était vrai. Pourquoi la porte à l'arrière était ouverte? Le couple Jenkins avait connu leur première dispute aujourd'hui, et la jeune fille qui aide aux cuisines, qui est la dernière domestique à partir, a peut-être été étourdie au point d'oublier de fermer la porte à clé. Les policiers ne manqueraient pas de l'interroger. Enfin, et les 2 agents étaient désolés de le demander, mais où se trouvait le corps de Madame Jenkins? Y avait-il vraiment un espoir qu'elle survive à ses blessures? Arthur avait porté un mouchoir à sa bouche. Parfois, un silence devenait plus éloquent qu'une plainte. Ils avaient pénétré dans la maison et, dès l'entrée, les 2 officiers furent frappés par une puissante odeur de fleurs. Elle aurait pu provenir d'une serre inondée, assez écœurante pour les faire grimacer. Habitués au drame d'une Londres de plus en plus agitée, ils s'étaient plutôt attendus à une odeur de putréfaction charnelle. Après tout, les scènes de crime en offraient une variété étonnante. Les noyés, les carbonisés, un corps encore chaud, un corps déjà froid, une victime sanglante, une victime ennuyante. Mais cette odeur florale, ils ne l'avaient encore jamais sentie. Ce parfum de printemps sinistre appartenait-il seulement au corps, car en arrivant au salon, ils ne trouvèrent aucune dépouille. Arthur avait mimé la surprise, accusant le tueur d'avoir un complice qui aurait pu emporter sa femme, mais Charles, lui, avait évoqué une autre hypothèse. Il pensait que la vampire avait eu le temps de se régénérer et qu'elle avait fui. En entendant cette explication, les 2 policiers s'étaient regardés avec surprise. Parmi tous les mobiles imaginés, ils avaient oublié la folie. Peut-être par lâcheté, peut-être par paresse, ils avaient décidé de revenir au commissariat avec leur suspect et de laisser un supérieur l'interroger sur ses connaissances avec la victime, le motif de cet assassinat, et surtout si complice il y avait ou pas. Retrouver le corps de Sarah Jenkins serait une priorité pour comprendre toute l'affaire. Malheureusement, au moment où le fiacre se mit à ralentir devant le poste de police, un fossoyeur immortel terminait d'envelopper les restes de sa semblable dans un drap blanc. Avant l'aube, ses lambeaux seraient ensevelis dans un trou de la taille d'un nouveau-né, ironie qui laissait Dylan Lockhart songeur, et la petite pierre tombale qui serait dressée n'indiquerait ni nom ni date. Elle attendrait seulement d'être fleurie. Quand une éternité s'achève, le monde ne tourne plus de la même façon, ou du moins il ne devrait pas tourner de la même façon. Assis sur le rebord du lit, Arthur s'aperçut que le matin se levait avec la même timidité que la veille. Comment était-il possible que les jours et les nuits s'obstinent à s'enchaîner malgré ce qui venait de se passer? L'aube débordait à l'horizon et réveillait, chez celui qui commençait son deuil, un sentiment de trahison. Arthur n'avait pas dormi, n'avait pas changé de vêtements et n'avait rien mangé. Les domestiques, eux, respectaient le début du deuil en s'affairant sans bruit dans la maison. Mais même si un vase se serait brisé, même si des coups auraient retenti, Arthur n'y aurait pas prêté attention. Il songeait juste à Sarah. Pourtant, un détail finit par le tirer de sa torpeur. Une enveloppe sur la table de chevet reposait en évidence. En entrant dans la chambre cette nuit, Arthur avait été trop aveuglé par le choc pour la voir. Mais maintenant, ce papier plié semblait briller, capable de l'hypnotiser. Avec des gestes fébriles,
Il se leva et s'en empara pour sortir la lettre qui y dormait. Avec un coup au cœur, il reconnut l'écriture de Sarah. Mon cher Arthur, puisque vous ne voulez pas entendre mes mots, permettez-moi de vous demander de les lire. C'est ma dernière chance pour vous expliquer toute la vérité, car j'ai décidé de vous laisser en paix et de partir. Je suis né au bord de la mer Adriatique il y a plus de 6 siècles. J'aimerais vous révéler mon véritable nom, mais j'ai peur que vous ne l'écorchiez. N'insistez pas. Quand bien même vous voudriez apprendre le vieux slave, il vous faudrait étudier l'alphabet glagolitique et un dialecte slave oublié. Une vingtaine d'années plus tard, je suis né à nouveau au bord de la même mer, transformé par un marin qui prétendait être malade. Il m'a tout d'abord mordu, puis il a ensuite percé sa propre main avec une dague et me l'a enfoncé entre les côtes pour atteindre mon cœur. Les siècles ont effacé de ma mémoire ces raisons. Seule la douleur persiste encore quand je me concentre sur ce souvenir. Je vous prie de me pardonner, Arthur, de vous laisser dans l'ignorance, car je ne souhaite pas m'attarder sur cet épisode qui me torture encore. Mon immortalité acquise, il m'a fallu disparaître loin de ma famille pour ne pas les mettre en danger, et y a-t-il meilleur échappatoire que le voyage ? Dès qu'une ville me plaisait, je m'y arrêtais pour inventer un nouveau nom, une nouvelle histoire, une nouvelle personnalité. J'ai été marchande, j'ai été danseuse, je me suis même travestie pour essayer des métiers d'homme. J'ai rencontré des semblables avec qui j'ai partagé des secrets de survie, mais nos chemins finissaient toujours par se séparer. La vie à deux demande des sacrifices, Arthur, tandis que l'éternité à deux demande l'impossible. C'est du moins ce que j'ai longtemps cru, jusqu'à cette journée de novembre où je suis entrée dans un salon anglais qui sentait bon le thé. Vous savez déjà que, sans les gants que votre tante avait oubliés à l'opéra la semaine précédente, je ne l'aurais jamais rencontré et cet après-midi n'aurait donc jamais eu lieu. Une opportunité miraculeuse, mon bonheur provoqué par une étourderie. La créature damnée que je suis s'est sentie bénie. Je vous aime depuis l'instant où je vous ai vu, Arthur. Je vous supplie de me croire, car quel intérêt ai-je de mentir maintenant que j'ai décidé de disparaître de votre vie ? Je regrette que ma nature ait été l'obstacle de cette idylle, mais j'ai compris que la vie d'une immortelle est une vie de solitude, et j'emporte avec moi quelques souvenirs, des joies, des regrets, mais aucune colère. Ne vous encombrez pas non plus de ce sentiment, Arthur, il ne vous ressemble pas. Retrouvez la paix et la liberté avec ma promesse, celle de ne plus jamais vous importuner. Oui, ces quelques mots ont adouci tous les siècles précédents, et je n'en abuserai pas. De quoi seront faits les jours suivants ? Que me réservent les prochains mois et les prochaines années ? Je l'ignore, mais je suis sûre d'une chose. Tant qu'il y aura des fleurs, je penserai à vous. Affectueusement vôtre, Sarah. Elle n'avait pas osé mettre son nom marital, mais Arthur l'avait récité dans sa tête. Si la peine ne l'assommait pas tant, il aurait tenté de relire cette lettre d'adieu. Peut-être plus tard. Il décida de la plier et essaya de la remettre dans l'enveloppe, à l'abri pour la conserver, mais un papier caché au fond l'en empêcha. Sur ce second message, elle avait écrit un petit post-scriptum. Marguerite et prime vert, tulipe rouge et œillet blanc, et les bords blanches et tilleuls. Un langage que seul pouvait comprendre. Cette fois, Arthur se mit à pleurer. Il s'agissait des premiers bouquets qu'il avait composés pour la séduire. Et amoureuse, elle s'en était souvenue. Et lui, à cause de sa méfiance, il l'avait perdue. En raison des folles affirmations de celui qui avait tué une innocente femme du monde, l'affaire Sarah Jenkins ne perdurerait dans les mémoires que si les pigistes s'arrachaient le fait divers pour le tourner en Penny Dreadful. Les créateurs du personnage de Varney le vampire étant morts, un écrivain aurait peut-être l'idée de faire de Sarah Jenkins une authentique vampire pour succéder à ce monstre populaire. Et puis, il fallait bien combler les lacunes impossibles à expliquer durant le procès. Où se trouvait le corps de Madame Jenkins ? La domestique qui avait oublié de fermer la porte de la cuisine, la malheureuse avait tout d'abord juré l'avoir fait, mais la seule explication logique restait un oubli et la culpabilité l'avait alors rendue moins affirmative. Était-elle la complice que la police recherchait ? Arthur Jenkins, le veuf qui portait son deuil avec une rigueur féminine, était-il en réalité coupable ? Les écrivains conversaient à voix basse dans les pubs en partageant des théories, et ils devraient se contenter de ces échanges, car avec le rang social des proches de la victime, personne ne se permit de les harceler. Ces pauvres Jenkins n'avaient rien à se reprocher et avaient été victimes de la brutalité d'un aliéné. Leur peine ne devait donc pas être exposée. La plus jeune sœur, Holly Jenkins, avait clamé l'innocence de son frère tout au long de l'enquête.
Un malentendu avait fait croire au mari que le dandy était un amant et la pauvre Sarah n'avait pas eu le temps de prouver son innocence. La lettre laissée chez Harry Jenkins et son épouse avait prouvé ce malentendu et tous regrettaient la fin prématurée d'un si beau mariage. Un mois après le drame, Holly avait mis de côté les convenances et avait déclaré à Arthur qu'elle aurait dû courir après ce Charles je ne sais quoi et lui briser le crâne sur le pavé ou sous la roue d'un fiacre. Au lieu de ça, elle avait sous-estimé cet inconnu, participant à la mort de Sarah. Arthur, toujours aussi abattu, n'essayait pas de rassurer ceux qui s'accusaient à tort. Il était l'unique responsable de ce deuil, mais l'expliquer, ce serait affirmer les mêmes explications que Charles. On aurait pu lui pardonner un délire provoqué par le chagrin, mais mieux valait ne pas prendre le risque d'être envoyé dans un institut. C'était un sort qu'il préférait laisser à Charles. Au début du printemps, un seul journal mentionna que le prétendu chasseur de vampires venait d'être admis au St. Flora Mental Health Institute, un asile discret situé à l'est de Hampstead. Bien loin de ces prisons qui se prétendaient hôpitaux dans certains coins de Londres, le St. Flora accueillait les aliénés de familles riches. S'il était inconvenant de garder un maniaque, un mélancolique ou une hystérique sous son toit, le sort de ces pauvres âmes devait être le plus doux possible. Les frères et sœurs de Charles, avec lesquels il avait pourtant perdu contact depuis de nombreuses années, avaient tout mis en œuvre pour qu'il passe ses prochaines années dans cet établissement aux pierres claires et aux jardins immenses. Le pauvre s'était bercé de récits vampiriques depuis l'enfance, et les drogues essayées durant ces années d'errance l'avaient convaincu que ces monstres existaient vraiment. Il pouvait bien penser ce qu'il voulait. Charles avait accueilli sa condamnation avec une élégance qui n'avait rien à envier à celle du dandy criminel Lassner. Note de bas de page. Pierre-François Lassner, né en 1803 et guillotiné en 1836, était un tueur, escroc et poète français qui se présentait comme un criminel dandy. Fin de la note de bas de page. Quand le fiacre s'engagea dans l'allée couverte de gravier, Charles se pencha pour essayer de voir les lieux, mais son voisin sur le banc, un infirmier taillé comme un charpentier, posa une main ferme sur son épaule pour le retenir. Pas d'agitation. Le nouveau patient soupira. Tant pis. C'était un matin de printemps assez ordinaire. La fin de l'hiver se ressentait dans la fraîcheur de l'air, mais les tons verts des buissons confirmaient l'arrivée de jours plus doux. Les trois infirmières qui se tenaient devant les portes devaient attendre depuis un moment, car, au bout de leurs mains qu'elles croisaient devant leur ventre, les ongles tiraient sur le bleu. Leurs collègues masculins aidèrent Charles, une sympathie qui déguisait une surveillance appliquée, à descendre du véhicule. Une des infirmières s'avança pour accueillir l'aliéné avec des mots clairs et simples. Sans être infantilisante, elle sollicitait avec précaution ses facultés mentales. Qu'elle le sous-estime et n'allait pas s'offusquer pour si peu. Pendant qu'elle expliquait le programme qui structurait chaque journée passée à Sainte Flora, les deux infirmiers derrière Charles se mirent à discuter à voix basse. « Pas le rôle du médecin ? Celui-là est discret. Certains l'appellent docteur Stechmücke. » L'oreille tendue, Charles réfléchissait. « Docteur Stechmücke ? Autrement dit docteur Moustique ?» Après son petit discours, l'infirmière invita Charles à la suivre à l'intérieur de l'établissement. En dépit des deux patients qui erraient dans le hall, le carrelage était propre et les murs blanchis à la chaux témoignaient d'un calme contrôlé. Est-ce qu'il trouvait ce cadre charmant ? Certainement pas. Il était hors de question de raser ces couloirs éclatants pour le reste de son existence. Charles se promet déjà de passer le plus de temps possible dans les jardins. Autrement, c'est l'absence de couleur qui le rendrait fou. Il s'agit d'un petit hôpital de campagne, expliqua l'infirmière en montant les escaliers. Mais nous sommes une dizaine d'infirmières et 4 aliénistes vivent dans les environs. Vous aurez toujours quelqu'un pour répondre à vos besoins. Oh, voici justement Dr. Lutcher. Bonjour, docteur. Au bout d'un corridor, un homme en blouse blanche était en train de discuter avec une jeune femme au teint anormalement pâle. Arrangée par ses cheveux blonds à l'air libre, il s'agissait d'une autre patiente. Des rideaux avaient été tirés pour la garder dans la pénombre et, à l'approche des infirmiers, elle recula de quelques pas. L'aliéniste s'excusa auprès de la patiente et s'approcha du nouveau venu. Comme la plupart des Germains, Ezra Lutcher ne passait pas inaperçu à cause de sa grande taille. Âgé mais visiblement animé d'une force vive, c'était un homme à la barbe fournie et ses cheveux gris, clairsemés de blanc, rebiffés derrière ses oreilles, imitant un début de crinière toute scientifique. « Bienvenue parmi nous », annonça-t-il en tendant une longue main blanche vers Charles. « J'imagine que mademoiselle Bailey vous a déjà raconté tout ce dont vous avez besoin de savoir sur notre hôpital. » Charles accepta de serrer la main du médecin, mais il se figea. Peut-être l'imaginait-il, mais en s'approchant, il avait perçu une odeur de jasmin en fin de vie. « Bien entendu, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. » Mademoiselle Bailey a juste omis de me dire combien de temps je devrais rester. « La durée dépend uniquement de vous, » répondit Dr. Lutcher avec un sourire aux parfaites dents blanches. « Il s'agit d'un travail à faire, et vous serez libre de partir une fois que vous aurez admis que les vampires n'existent pas. »
Charles fixait les canines du médecin, mais la barbe l'empêchait de confirmer ses doutes. Pourtant, il aurait parié avoir vu des canines de fauve. Fin de la nouvelle, Elle mourra dans mes bras. En vous remerciant pour votre écoute.